Je te fais mal à la tête, comme une migraine. Essaye la coder en espérant que ça t'aide. Mon fond et mes formes, tu voudrais toucher. Joue pas avec moi, je suis aussi high que chat perché. Ok. J'aime trop l'univers des studios là. Si tu veux. Oh non. Tu savais pas? Oh non. Tu savais pas? Oh non, mais putain, mais Il a déclaré. C'est un mauvais représentant. C'est un mauvais représentant. Et comment ça, il est taré? Ouais, mais non, là, il est vraiment crazy là par contre. Cette chanson s'appelle Cousins et parle de mon cousin qui est en prison à perpétuité pour avoir tué une femme enceinte quelques années après que je lui ai dit qu'on ne regarderait plus de magazines coquins ensemble. Avant de poursuivre, peut-être que dans mon égocentrisme chaotique, j'ai cru que c'était de ma faute de lui avoir montré ces magazines quand il avait 6 ans et qu'ensuite on a reproduit ce qu'on y avait vu. Je n'ai pas pallié et j'ai sucé la vie de mon cousin jusqu'à mes 14 ans. Non, là c'est trop là. Moi, là c'est un sujet. Enfin, on va en parler, hein, mais là le mec il est vraiment taré dans son crâne. Là ça dépasse la maladie, tu vois. Là il y a un autre Est-ce la problème. vérité? Est-ce du mytho? C'est quoi? Bah, on Après, sait pas, le ouais. fait de le On déclarer, sait pas. ça veut dire quoi? Le fait de le déclarer publiquement comme ça? Mais c'est ça en fait, pourquoi? C'est ça. Après, peut-être il veut faire parler de lui, tu vois, mais en fait, je pense vraiment il est en mode aléatoire ce ref. Tu vois, genre vraiment il est vraiment en aléatoire. Genre vraiment, le gars, vas-y, il vit sa life et tout, il expérimente. Mais je vois pas autre chose. Mais ouais, il est. Enfin, bah ouais, pas de médicaments, tout ça et tout machin. Et en vrai, ça peut aussi. Ouais, je sais pas. Non, c'est quand même bizarre ce qu'il raconte. Hein. Il faut le mettre. Test, Aura. Test. Ah, c'est cool. Bah écoute, Alex, tu peux enlever la ventilation. Hein. C'est parti. Je sais pas s'il est là. Ah, d'accord, ah, il s'est barré. Ok. Je vais juste devoir commencer la Oh, cam. c'est trop drôle. Ah, attends, parce que là, il y a un petit problème. Ah. Et on doit les mettre les casques hein, tout du long? Ouais. Ok. Ouais. Attends, je regarde juste. Vite fait. Voilà. Gilles. C'est comme ça. Alex, la ventilation, c'est bon, hein? Ouais, ça m'a l'air bien. Hein. Ça m'a l'air bien. On verra dans ça. Il va préparer nos voix, Hein? il va préparer nos voix. Enfin, il va faire des petits réglages sur nos voix Ok. avant qu'on commence. Bon, Ok. on va commencer direct là. Ok. En vrai, là, c'est commencé, non? Attends, parce que... Pull up. Je suis une bolos. On va avoir tout du long le truc là, le revient dans les oreilles. Ouais. Ok. Le revient, c'est-à-dire. Ouais, comment on T'entends dit? ta voix, quoi, le retour. Ouais. C'est ça que je Genre, on est en voulais dire. stéréo. Po. Ouais, c'est ça. On se retrouve sur l'énergie. Pardon. Bah, je m'en aperçois pas dans l'aperçoit, moi sur la table de montage quoi.
Moi, perso, pas Ça dans a le l'air petit pas écran. mal. Bah, alors, dans le risque, on prend pas. C'est pour ça, autant pas, mais bon. Sinon, je peux composer avec, hein. Je peux essayer de faire, mais bon. Et ouais, Kanye West, il a un type. C'est pas une application. Type 1, je pense. Ouais. En tout cas, Mais par contre, on peut essayer de le mettre là. comment moi je vois les choses, dans le sens où il est Là, ça peut être psychotique. sympa, là. Et en fait, être psychotique, c'est aller au-delà de la phase maniaque, au point où t'es tellement hyperactif, tu dors plus et tout, que ton cerveau il pète un câble. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'il y a une rupture avec la réalité. Donc, je pense qu'il est bipolaire de type 1, comme moi, parce que du coup, moi, je suis psychotique aussi. Donc voilà, mais oui, type 1. En gros, là, je commence à parler des thèmes, enfin des différents. Ouais. On Attends, attend, là, Alex, vas-y. c'est enregistré. Ah, c'est chaotique! Ah, vas-y, bah tu peux enregistrer. Moi, je peux changer d'objectif. Ouais, mais. Si tu. Et t'as de l'hypomanie. Donc en fait, tu es Hypomanie, type c'est 1. quoi Bah, l'hypomanie, c'est de la manie, mais moins intense. Moins intense. Et du coup, voilà, le type 2, t'as beaucoup plus de dépression et des phases hypomaniaques. Et le troisième type, ça s'appelle la cyclothymie. Du coup, c'est une alternance entre des phases dépressives et hypomaniaques-maniaques sur un laps de temps très court, sur une même journée en fait. Donc le matin, tu vas être bien et tout machin, 2 heures après, tu vas pas être bien. Et ça, en fait, la cyclothymie, c'est un type en tant que tel, mais par exemple, dans le trouble bipolaire de type 1, on a quelque chose qui s'appelle les états mixtes. Donc en fait, c'est de la cyclothymie, mais ça fonctionne par épisode dans le trouble bipolaire de type 1. Ça fonctionne par épisode. Et c'est sur une durée de combien de temps ça? Alors ça dépend. C'est genre tu passes d'un up à un down. Bah ça dépend. En vrai, ça dépend de ton type, mais ça dépend aussi de ton environnement. Ça veut dire que des fois, il va t'arriver un événement et la manière dont tu vas le prendre peut te faire tomber du côté down ou up. Donc en vrai, il y a vraiment plein de choses qui sont à prendre en compte. Et comment toi tu prends les choses, comment tu les exprimes. Il faut savoir que la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur, c'est pas un trouble de la personnalité. Donc en fait, on va dire que ça impacte pas qui tu es, mais ça impacte vraiment, comment dire, bah voilà, au niveau de l'humeur, donc up, down, et voilà. Mais oui, en tant que tel, c'est vraiment un trouble de l'humeur et ça vient pas altérer ce que tu es profondément. En tant que tel. Attends, en vrai, c'est pas très structuré tout ça là. Si. Ah bon? Bah j'ai l'impression quoi? Ok. Au pire, on peut pas recommencer du début? Non. Putain. On peut pas recommencer du début. Toi, t'es de Pontoise? Ouais, Ça a alors. l'air éclaté. Non, alors Pontoise c'est génial et c'est l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et il y a plein de villes, on a un gang de villes, d'accord? Moi je suis née à Paris 19 sinon. Ah, t'es né à Paris 19? Ouais. Et ça fait combien de temps que t'es à Pontoise? Depuis que je suis née. Enfin, je vais pas dire exactement la ville, mais ça fait partie de Cergy-Pontoise. Et c'est bien Pontoise, t'aimes bien? Bah, je préfère Cergy quand même que Pontoise, mais Pontoise c'est Après une moi, belle je suis ville. nul en géographie, donc Pontoise, Cergy, pour moi c'est la même. Non, c'est pas la même. En fait, Cergy, déjà, t'as Cergy-le-Haut, Cergy-Saint-Christophe, Cergy-Préfecture. Et Pontoise, c'est une grande ville. Et du coup, bah, ils ont juste associé les deux plus grandes villes pour faire Cergy-Pontoise, quoi. Et du coup, bah ouais, t'as plein de communes en gros à l'intérieur. Mais ouais, non, franchement, Cergy-Pontoise, il y a de tout, hein. Il y a de tout, il y a la street et il y a le côté un peu bourgeois aussi. Donc voilà, on va dire que c'est mélangé, donc c'est bien. Culturellement, c'est pas mal. Déjà, ça a l'air propre, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. C'est pas comme un Saint-Denis. Après, tu connais la gare de Cergy-Saint-Christophe, c'est compliqué. Je me suis déjà retrouvée dans des trucs là-bas. C'est bizarre ce que je raconte. Attends. En fait, Non, parce que Cergy, Saint-Christophe, c'est pas là. Attends. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était peut-être là-bas. ah bah oui, bah justement, bah tu vois, bah typiquement à ce moment-là, je travaillais. Typiquement à ce moment-là, je traversais une période Ouais, c'est ce que j'allais dire. compliquée. T'étais dans une sale phase. Ah ouais, c'était particulier dans le sens où moi j'ai l'habitude, en fait, comme je suis quelqu'un de très extraverti et qui est très sociable, j'ai tendance à créer des liens très rapidement avec les gens. Et du coup, en fait, à l'époque, j'étais avec mon ex, il habitait à Boulogne. Et du coup, bah moi j'habite à Cergy. Et en gros, bah la gare de Cergy-Saint-Christophe, c'était vraiment le pont en fait bah, des deux endroits. Et en fait, un jour, voilà, je sors de la gare et je vois un homme, la tête en sang, donc un SDF. Et du coup, je me dirige vers lui, je dis ouais, ça va et tout, machin. Vraiment, j'étais inquiète, tu vois, je vois un gars qui a le visage en sang, donc je lui demande comment il va. Et du coup, on parle un peu et Mais genre, il était tout seul, personne n'y avait que toi qui s'inquiétait pour lui. bah ouais, clairement. Bah je pense pour eux c'est un peu leur réalité dans le sens où c'est des choses qui arrivent tous les jours. Donc en fait ils sont pas plus choqués que ça. Et bah je me dirige vers lui, on commence à parler et tout. Et bah du coup vu que je faisais souvent le trajet Cergy Saint-Christophe Boulogne, je l'ai croisé souvent.
Et du coup, bah, j'ai commencé à leur apporter des gâteaux, puis j'ai commencé à rigoler avec eux, etc. Tatati, tatata. Et en fait, bah, ça, c'est pareil. En gros, avec la bipolarité, tu as tout type de comorbidité. Donc, une comorbidité, ça veut dire que tu as, par exemple, 30% de chances en plus de développer un trouble bah, de l'addiction ou des TCA ou des trucs ou des machins, etc. Et bah, moi, j'ai un problème avec les addictions. J'en ai eu pendant longtemps. Bah, là, j'ai la clope, mais on va dire que c'est quand même moins abrasif, quoi. Et en fait, voilà, à un moment, j'avais une grosse phase dépressive et je me suis un peu plongée dans le cannabis, au point où je fumais genre 12 joints par jour, donc c'était très compliqué et c'est à cause de ça que j'ai fini à l'hôpital parce que en fait, j'ai fait une intoxication au cannabis et du coup, voilà, ça c'est un en fait, il s'est passé tellement de choses. Non, parce que les mecs à qui tu donnes des gâteaux, qui tu Ouais. donnes des trucs, c'est qui ces mecs-là? Bah, alors affectueusement, Ouais, bah ouais. c'est mes petits Ouais, crackheads. voilà, ouais, bah ouais. Ça devient tes potes. Bah, c'est grave devenu mes potes et ils bédavaient et du coup, ça m'arrivait de tirer, sur des joints avec eux et en fait, Moi, je pensais que, genre, ils profitaient de ta situation. alors, oui et non. Va vers eux. Oui et non, parce qu'en fait, de base, je me suis vraiment liée avec eux, d'humain à humain. Il y avait pas forcément le cannabis au début, mais j'aimais bien parler avec eux. Ils sont spéciaux dans le sens où, ben, en fait, c'est des personnes sans abri, mais c'est aussi parfois des personnes malades. Donc en fait, quand j'étais avec eux, je me sentais bien parce que je me sentais dans mon environnement naturel. Donc en fait, tu des personnes qui étaient schizophrènes, t'as des personnes qui étaient bipolaires, qui étaient psychotiques, enfin, il y avait plein de gens et surtout, bah, en fait, ils étaient pas dangereux. Genre, je me suis jamais Ah, sentie en insécurité avec eux. Bon, c'est déjà arrivé, mais ça, j'y viendrai après. moi, j'ai trouvé que c'était dangereux, hein. Parce que quand on s'est capté ce jour-là, là, et que je t'ai vu avec eux, je me suis dit, ah ouais, t'es dans une phase, là. Ouais, Là, c'est pas possible que tu sois pas. bah, Parce que ça me paraissait dangereux, en fait. oui, c'était dangereux, mais je m'en rendais pas compte et du coup, il y a quand même une relation qui s'est créée entre, eux et moi et pour être honnête, ouais, je m'amusais bien avec eux, genre c'était tranquille. En fait, c'est des personnes qui agissent, très naturellement. Genre, ils sont dans leur wares et tout, ils ont rien à foutre de ce que tu racontes. Ils sont vraiment dans leur vie à 100 présents et du coup, ça crée des interactions qui sont quand même intéressantes et c'est vrai que j'ai un attrait, pour les discussions avec des SDF. C'est-à-dire que c'est pas du tout la première fois que ça m'arrive. Il y a un moment, bah, en fait, c'était bah, ce mois-là, c'était en décembre 2023. J'avais beaucoup d'insomnie et bah, j'étais à Boulogne avec mon ex. Et quand j'avais des grosses insomnies, j'avais tendance à sortir. C'est ça aussi que tu Je fais. sortais, du coup, j'allais faire des promenades nocturnes pour me détendre et surtout qu'en fait, la nuit, il y a personne dans les rues, donc c'est top. Et toi, tu dis à quel point c'est dangereux de faire ça? Hein? À quel point c'est dangereux de faire ça? On était à Boulogne. Franchement, je suis nul en géographie. Moi, On était à tu vas me dire Boulogne. n'importe quelle ville, Boulogne-Billancourt, merde, tu pratiquement, vois c'est ce que je veux pareil. dire. Genre, c'est Quand pas dangereux, Boulogne, c'est ça que tu veux dire? Bah non. Et surtout que, en fait, j'avoue que je sortais dans les rues en mode, vas-y, je suis un enfant de Dieu là, rien ne va m'arriver là. Tu vois ce que je veux dire? Et je me disais, vas-y, je suis protégée, je risque rien, tranquille. Et puis, je suis quelqu'un qui est plutôt doué avec les situations Tu d'improvisation. t'en parlais pas à ton mec? Si, il le savait. Et ça, je me rends compte avec le recul que c'était un trait toxique de ma personnalité. Parce qu'en vrai, à ce moment-là, il y avait que moi qui comptait dans le sens où bah, je sortais, je prenais des risques et j'en avais juste rien à foutre que les gens s'inquiètent pour moi. Et du coup, bah, lui, je pense qu'il acceptait ça parce que bah, il se rendait compte que j'étais malade. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, ça allait un peu trop loin, dont deux fois. En fait, un jour, voilà, je sors et il devait quoi être 2 heures du matin, un truc comme ça. Et en gros, je me promène et tout, machin, je fais ma petite promenade et tout. Et là, en fait, je touche mes poches et je me rends compte que j'ai pas mes clés. J'ai pas mes clés. Et là, comme toute personne anormale, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, j'ai passé la nuit dehors, putain! Je vais pas réveiller mon mec quand même!» Enfin, j'étais vraiment dans cette vision-là. Ouais, pourquoi pas? À aucun moment, je me suis dit: «Ouais, je vais l'appeler, il va mourir». Je me suis dit: «Mais non, tranquille, dehors, c'est tranquille et tout, machin». Et en fait, je marche et tout, là, je me dis: «Bon, vas-y, il va falloir que je m'occupe un peu». Et en fait, je vois un SDF avec un mec en costard. Et là, je me dis: «Oh, trop intéressant comme situation, en fait». Et du coup, je commence à parler avec eux et tout machin et bah, grave cool. En fait, on commence à rigoler de fou et tout machin et la personne que je rencontre à ce moment-là, donc le mec en costard s'appelle Valentin. Peace out, pardon. Et je sais que, bah, du coup, il a des troubles dépressifs. Bon, après, je vais pas dire son nom en entier et tout, mais il a des troubles dépressifs. Du coup, bah, forcément, je me sens connectée avec lui parce que j'ai déjà vécu de la dépression, et cetera. Et du coup, le SDF, alors je sais plus comment il s'appelle, son prénom commence par un N. Il avait un super prénom d'ailleurs.
Et lui, il était grave père de fou, genre, il était vraiment dans sa voie spirituelle et tout. C'était un ancien maître yogi et je trouvais ça trop, trop intéressant. Et donc on commence à parler et tout, machin. Et là, je suis là en mode: «Ouais, putain, si on faisait des cookies!» Et du coup, on commence à s'atteler à trouver, une supérette à genre 3 heures du bar. Donc on commence à marcher et tout et du coup, on est là, ça va dans tous les sens et tout machin et au final, du coup, Valentin, il créchait chez un pote à lui et il nous dit en mode: «Bah, venez, on y va et tout machin» et moi je fais: «Allez, let's go!» C'est pas comme si j'étais une meuf toute seule à 4 heures du matin dans les rues de Paris et que je risquais rien, voilà. Donc en vrai, il y avait vraiment aussi une certaine déconnexion avec la réalité, en tout cas par rapport au risque et au final, on est arrivé dans l'appart, on a fumé des clopes, on a mangé et on s'est grave tapé des barres. Et il m'est rien arrivé. Donc voilà, le lendemain, je rentre à l'appartement à 7 heures du matin et mon ex, il ouvre la porte et il me regarde en mode: «Mais tu te fous de ma gueule, en fait?» Et moi, j'étais là en mode: «Bon, enfin, c'est des trucs qui arrivaient souvent, c'est pas la première fois que ça arrivait». Il y a une deuxième fois, en gros, pareil, je me promenais et tout machin, bah, pendant la nuit Et tu t'es et pas excusé la première fois, du coup? si, peut-être, je ne sais plus. Bah, de toute façon, à cette époque-là, il y avait que toi qui comptais. Bah non, en tout cas dans cette prise de risque-là, ouais, il y avait que moi qui comptais et c'est vrai que enfin, bah, pour te dire, à ce moment-là, à quel point j'étais inconsciente, bah, du coup, c'est à ce moment-là un peu que j'ai recommencé à fumer et en fait, il y a un soir, je vais bédave avec, mon meilleur pote d'enfance, Lucas et du coup, je rentre chez moi et en fait, il faut savoir que ma mère, elle est anti-drogue, anti-alcool, voilà, c'est, une femme maghrébine qui a été élevée, dans le dur et tout machin donc pour elle, c'est vraiment, pas un truc avec lequel elle est connectée et en plus, il y a vraiment une connotation négative. Elle trouve ça genre vraiment c'est pour les clochards, tu vois? Genre vraiment et je rentre et donc voilà, à ce moment-là, j'ai 26 ans et je suis quand même en flip de me dire que ma mère peut voir que j'ai les yeux rouges. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, je rentre, tout le monde est couché et là, je me dis: «Putain, là, je suis défoncée et tout mais vas-y, je suis trop là, j'ai trop besoin d'être stimulée, donc il faut que j'éteigne mon cerveau» et en fait, faut savoir qu'il y a un moment dans ma vie, je prenais des neuroleptiques, dont un qui s'appelle le tertian. Donc en gros, c'est vraiment un médicament qui vient t'éteindre et là, je me suis dit: «Ah bon, bah, si j'en prenais 5. Du coup, j'en prends 5 et ma mère, me retrouve le lendemain, allongée sur le carrelage, de mon salon. En sachant que j'avais déjà eu des pensées suicidaires auparavant, je vous laisse imaginer ce que ça fait de rentrer dans une pièce et voir son enfant allongé par terre, inconscient. Donc en fait, voilà, ma mère, elle a quand même supporté beaucoup de choses. Je l'ai vraiment, fourrée dans des situations qui étaient compliquées parce que moi, je me mettais en danger et qu'au final, ça retombait sur eux et voilà, donc en fait, ce jour-là, bah, je me fais transporter aux urgences. Je vais aux soins intensifs parce que du coup, bah, ma vie est en danger et ma mère me raconte qu'en gros, je suis dans le lit d'hôpital et tout, je me réveille et du coup, bah, je comprends pas ce que je fous là, en fait. Je suis à l'hôpital, il y a 2 secondes, j'étais dans mon salon, qu'est-ce qui se passe? Je commence à arracher les fils en mode: «Ouais! Mais qu'est-ce que je fais là et tout, machin?» Et du coup, à cause de ça, on a dû me contentionner, donc m'attacher, au lit avec des sangles et tout machin et après ça, j'ai été hospitalisée pendant une semaine. Après voilà, l'unité d'urgence, c'est mes potes de fou en vrai, genre, on se connaît bien, tu vois? Genre on se fait une bouffe, non je rigole, Et quand les même fois pas. où tu te réveilles et que t'es à l'hôpital, tu te dis jamais: «Ah ouais, merde, je vois pourquoi je suis là, c'est pas la peine que je m'excite». Hem, à ce moment-là, non, parce que du coup, je me demandais pourquoi j'étais à l'hôpital, mais pour te dire, les fois où j'ai Parce pu que ça arrive que tu oublies des trucs. ah bah oui, surtout avec la prise des médicaments. Enfin ça, par exemple, les fois où j'ai pu, tenter à ma vie, quand tu te réveilles, tu te dis pas: «J'ai merdé», tu te dis: «Putain, pourquoi je suis encore en vie, en fait?» Tu vois? Vraiment, c'est ce truc-là de: «Putain, même ça, je suis même pas capable de le faire correctement, même me buter, j'y arrive pas», tu vois? Il y a vraiment ce truc de dévalorisation constante envers toi-même et voilà, en fait, à ce moment-là, moi, j'étais dans une période où, quand je me levais, j'ai envie de crever, quand je me couchais, j'ai envie de crever. J'ai déjà prié pour avoir un cancer, enfin, tu vois? Ça allait hyper loin. Il y avait vraiment, une haine, envers moi-même que j'arrivais pas à calmer et en plus, le fait de pas réussir, encore une fois, à m'enlever la vie, bah, ça me rendait encore plus pitoyable à mes yeux, tu vois? Après voilà, il y a eu plein de situations différentes, Elles durent combien de temps ces phases-là? de, de risques et tout ça. En fait, ça dépend parce qu'on considère qu'une phase est maniaque à partir d'un certain nombre de jours. Là, je pourrais pas te dire exactement, mais ça doit durer une certaine, durée, en gros et c'est là que c'est considéré comme une phase maniaque. Moi, par exemple, quand je me suis fait diagnostiquer, voilà, c'était au moment du confinement, je vis une crise Tu avais quel psychotique. âge à peu près? À ce moment-là, j'avais 23 ans
23 ça ans. se détecte à quel âge la bipolarité? Alors, ça se développe entre 15 ans, il me semble, donc des fin de l'adolescence jusqu'à, 22-23 ans. Donc vraiment, j'arrivais pile, au moment, quoi. Après, ça peut très bien se développer et être diagnostiqué bien plus tard. Donc en vrai, ça dépend. Je sais que là, il y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait des enfants qui pouvaient avoir des troubles bipolaires aussi. Donc en vrai, ça dépend. Je pense qu'il y a des exceptions, mais en tout cas, c'est plutôt, ouais, vers la fin de l'adolescence jusqu'à du début de l'âge adulte. Et voilà, quand j'étais diagnostiquée, c'était le moment du confinement et tout. Et quel est le meilleur moment que le confinement pour faire une crise psychotique? Voilà, donc je me suis retrouvée vraiment dans une situation Parce particulière qu'on où, aurait pu dire: «Ouais, t'es en burn-out, en fait». C'est le bah confinement que tu vis mal, bah, je sais pas vraiment parce qu'en fait, bah, quelques mois avant, il y avait eu la diffusion du meilleur pâtissier, et ça, j'y ai participé en 2019. Donc je pense qu'il y a eu plein de choses qui se sont mélangées dans le sens où, déjà, psychologiquement, t'es pas préparé. Clairement, t'es pas préparé à être exposé. Tu un entretien psychologique, ah ouais? mais en tant que tel, T'as un entretien avec M6 et tout? En gros, tu as une psy qui t'appelle pendant 45 minutes, mais en tant que telle, enfin, ça te prépare pas, en fait, ça te prépare pas à sortir de l'anonymat et là, en plus, je te parle du mur pâtissier, je te parle pas d'un truc à visée internationale, mais déjà ça, c'est déjà, choquant, Déjà national, c'est chaud. tu vois? Ça, c'est déjà choquant. Tu passes de faire des vidéos sur Snap à 3 millions de personnes qui te regardent à la télé, donc ça a été Ils compliqué peuvent te trouver, en plus. et qui peuvent te trouver. Et en plus, tu as ce truc-là où, d'un coup, tu as plein de gens qui t'envoient des messages et trucs et machin. Et moi, le truc, je pense, qui m'a le plus choqué, c'est de me voir à la télé. Ça veut dire que, il y avait un côté où je me supportais pas vraiment. Et en plus, en fait, c'est une chaîne de télé, du coup, c'est monté comme eux, ils le veulent. Et le meilleur pâtissier, ça a pas du tout été une mauvaise expérience, bien au contraire, genre, j'ai appris plein de choses là-bas et tout. Mais je pense que, ouais, le fait de se voir à la télé, c'est particulier parce que ton image de toi, elle est biaisée de par ce que tu vois, mais aussi elle est biaisée, parce que, ça change dans le sens où tu passes de rien à une exposition. Donc dans tous les cas, c'est ouais, c'est choquant, genre, ça peut être, un espèce de, bouleversement, en fait. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu et puis après voilà, hein, tu de tout avec les réseaux. T'as des personnes qui vont t'encourager, t'as des personnes Mmh, mmh, qui vont mmh. essayer de te rabaisser. Après moi, j'ai pas vraiment eu de haters de fou, en vrai, ça pouvait aller, mais après, voilà, mais ouais, non, je l'ai plutôt bien vécu. Après, Confinement? ouais, confinement, putain, ouais, non, laisse tomber. Du coup, voilà, il y a eu le meilleur pâtissier, donc je pense que ça a joué. Le confinement aussi, mais après, il faut savoir que moi, le confinement, je le vivais hyper bien et en fait, j'étais à un moment de ma vie où je commençais vraiment à m'intéresser à plein de choses au niveau de la spiritualité. Vraiment, genre, j'étais à fond dedans et tout, machin, donc je me sentais bien. Puis, il y avait ce côté-là où: «Vas-y, on fait du jardinage, c'est génial, contact avec la terre», tu vois ce que je veux dire? Donc meilleur pâtissier, pendant le confinement, il y a une période où tu étais en mode bien. Ouais, j'étais high, mais sans drogue, tu vois? Genre, j'étais vraiment pouh, j'étais bien dans ma werse là et en fait, Ça, voilà. c'est du up? Bah, plus ou moins, oui, parce qu'en vrai, c'est comme je te dis, Ou up, c'est carrément autre chose? non, 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 parce que du coup, un up peut être tellement intense que ça te dirige vers une crise psychotique. Donc oui, c'était une préquelle en fait un préquel, pardon, c'était un préquel de ce qui allait venir après. Mais voilà, comme je te dis, moi, ça, encore une fois, on y croit, on n'y croit pas, mais moi, je l'ai vécu vraiment comme un éveil spirituel. Je me suis sentie un peu ouverte au monde, j'ai ressenti des trucs, des sensations indescriptibles. Vraiment, c'était hyper intense. Mais je pense, voilà, que ce genre d'énergie, Kanye West c'est... sort de ce corps. Alors non, en fait, J'ai c'est pas du sucé tout mon ça. cousin Lui, jusqu'à c'est 14 un mauvais ans, représentant de bipolaire. Écoutez-moi bien, c'est un mauvais représentant de bipolaire, d'accord? Lui, vraiment, en fait, c'est ce que je disais. Non, mais c'est un bon exemple en vrai, hein. Enfin, ce qu'il en faut de tous les genres. Oui, c'est vrai, Les hommes bipolaires, noirs, américains, riches, bien sûr. il faut un exemple. Tout à fait d'accord. Je vois ce que tu veux dire, je vois totalement. Et après, je Qu'on pense puisse le que... mettre dans une catégorie peut-être, ou j'en sais rien, mais... Oui, non, mais je vois totalement. Après, je pense que Kanye West, c'est une figure controversée. Mais c'est normal parce que t'as ce côté-là où le mec, au niveau de la musique, c'est un génie, il déborde de créativité, mais il a des idéologies qui sont plus que problématiques et qui devraient pas être diffusées. Le mec, il a une audience quand même planétaire et il se permet de diffuser voilà, des choses qui sont vraiment pas ouf. Moi, voilà, jusqu'à ce matin, je pensais qu'il y avait que tout ce qui était antisémitisme, mais tu viens de me dire ouais, que ça parlait d'inceste. Et là, je me dis non, c'est vraiment trop, trop une dinguerie. Et il faut savoir qu'avec le trouble bipolaire, il faut un traitement quotidien parce que c'est une maladie qui est incurable. C'est-à-dire que tu apprends juste à la domestiquer, mais en tant que telle, c'est un truc qui t'habite jusqu'à la fin de tes jours, en fait.
Et je sais que Kanye West ne prend pas de médicaments. Donc le fait qu'il prenne pas de médicaments, déjà, ça vient faire que la maladie, elle évolue, mais dans le mauvais sens, parce que bah tu t'empêtres en fait dans ces phases, et c'est beaucoup plus dur d'en sortir parce que t'as pas de thymorégulateur. En fait, un thymorégulateur, c'est quelque chose qui vient stabiliser ton humeur. Ça, c'est vraiment la base pour tous les bipolaires. T'as le lithium, moi par exemple, je suis sous l'amygdale. Après, t'as d'autres choses qui peuvent venir avec le trouble bipolaire. Encore une fois, t'as les neuroleptiques, les anxiolytiques. Enfin, des fois, il y a un alliage de molécules qui font que tu peux être stable. Mais pareil, ça, c'est un défi, c'est une galère de trouver le bon dosage. Des fois, c'est au milligramme près, c'est vraiment très, très compliqué. Et s'il n'y a pas une bonne alliance thérapeutique avec ton psychologue et ton psychiatre, ça peut être hyper compliqué de trouver quelque chose qui peut t'aller. Mais ouais, là, bah, typiquement, tu vois, quelqu'un sans traitement, ça donne Kanye West, en fait. Il a l'entourage qui devrait. Ouais, mais le truc, c'est que bah, Kanye West, c'est un homme puissant. Et je pense que il y a un god complexe un peu. Genre, le mec, encore une fois, moi, je pense. Genre, il écoute personne. Non, moi Personne je peut lui pense qu'il parler, écoute personne personne, hein. peut. Bah, tu vois, typiquement, moi quand j'étais en crise psychotique, si t'allais pas dans mon sens, tu me volais du mal en fait. Tu vois, il y avait vraiment ce truc-là, t'as un espèce de complexe de persécution qui peut venir avec les crises psychotiques. Et ouais, non, moi je pense que Kanye West. Moi je pense que Kanye West, il pense qu'il est Dieu. Genre sans déconner, je vous jure, je pense qu'il est Dieu. Et je pense qu'il voit la vie comme une expérience de bonnes et de mauvaises expériences. C'est-à-dire que le mec, il se dit oh putain, si. Enfin, tu vois, genre, le gars, je sais pas comment il réfléchit, mais je pense que il parle comme il pense et qu'il n'y a pas de filtre entre les deux. Mais le gars, enfin, il dérive complètement. Enfin, après, là, tu vois, il y a un côté de la maladie où des fois tu peux avoir une désinhibition, donc parler de toutes les choses qui te passent par la tête et machin et trucs et nani, et t'en as rien à Parce foutre. que c'est ça, là, le truc du cousin, c'est un truc comme ça. Après, Enfin, moi, je pense pas que ce soit une expérience. Je pense que il avait besoin de le sortir, fallait qu'il le sorte. Le mec, il a fait un tweet, il a fait une chanson, et en plus, il s'est expliqué par derrière. C'est peut-être que ça faisait longtemps qu'il voulait le dire, qu'il s'est à chaque peut-être. fois retenu parce Oui, que c'est machin. vrai. Parce que c'est un traumatisme en tant que tel. Après, je sais pas. Qu'il a pas passé un cap avec ces trucs de nazis, d'antisémites, de t-shirts, machin. Ouais, mais après, il y a 2 choses qu'on doit prendre en compte, c'est que voilà, il y a ce côté où il est malade, mais il y a aussi ce côté où c'est une figure publique. Donc potentiellement, bah, que c'est pour faire du buzz. On sait pas en fait, on saura jamais si c'est pour faire du buzz ou si c'est la vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que, Putain, en il tant va aller que jusqu'où le buzz? mais attends, mais en tant que personne publique, faire une chanson sur l'inceste, enfin, je veux dire, c'est particulier. Après, je sais pas si dans la musique, il glorifie ou s'il parle de ce que ça a pu lui faire, mais en tant que tel, c'est hyper problématique. Moi, je trouve que Kanye West, c'est pas un bon représentant du bipolaire. Moi, le mec, il est complètement dans une autre worse, et malheureusement, il participe aussi à une stigmatisation et une diabolisation du trouble bipolaire et de la maladie mentale, quoi qu'il arrive, quoi. Et le problème, c'est que justement, il devrait se servir de cette audience. Mais le truc, je pense que lui, il le voit pas forcément comme une maladie, mais peut-être comme un super pouvoir. Et en fait, quand tu es en phase maniaque, tu as plusieurs symptômes qui vont apparaître. Donc, tu as t'as une espèce d'hyperactivité, tu as une créativité qui est débordante. Enfin, moi, je pouvais passer des heures à écrire, je pouvais faire plein de trucs, vraiment, je pouvais me consacrer, je me sentais inspirée par ce que je faisais, j'incarnais ce que j'écrivais, enfin, il y avait plein de choses. Et cette créativité, et même les phases maniaques de manière générale, c'est dur de leur dire adieu parce que tu as ce côté polarité où tu vas aussi te dire c'est soit ça, soit la dépression. Et en fait, le choix, il est vite fait. Tu vois ce que je veux dire? La manie, c'est génial. Moi, pour te dire, ça m'est même déjà arrivé de modifier mes traitements pour faire un virage maniaque. Ça veut dire que quand j'étais en dépression, j'ai fait une dépression sévère avec phobie sociale et tout, je sortais plus de chez moi, c'était une galère, j'étais tout le temps défoncée. Et en fait, du coup, comme je vous disais, il y a des médicaments qui s'appellent les thymorégulateurs. Et à ce moment-là, j'étais aussi sous antidépresseurs parce que bah, forcément, j'étais en dépression. Mais il faut savoir que les antidépresseurs sans thymorégulateur, c'est hyper dangereux pour les bipolaires parce que justement, ça leur fait avoir des virages maniaques. Et moi, j'avais conscience de tout ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suivais une thérapie et que de base, je voulais pas le faire. C'est ma mère qui m'a forcé à y aller. Et en fait, cette psychologue, c'était devenu mon seul contact avec le monde extérieur parce que je parlais plus à mes copines et tout machin. Mes copines devaient prendre des nouvelles à travers ma mère. Contact avec le monde extérieur? Ouais, c'était vraiment la Et elle personne qui me racontait faisait sortir de chez moi. Ah, ok. Il y Et avait après, vraiment ce elle te truc-là. parlait, elle te disait, bon, bah ça se passe comme ça la vie en ce moment. Faisait Hugo Hugo Trip. C'est pas toi qui es censé t'exprimer ou Ah bah si, mais pour te dire, à ce moment-là, même verbaliser des choses, c'était compliqué.
Même parler, c'était compliqué. Au point où je devais faire des notes pour me dire, ok, bah, je vais dire ça. Ok, je vais dire ça. Même ça, c'était contrôlé parce que j'avais beaucoup du mal à parler par moi-même. Parce que déjà, je pensais que ma parole, elle avait pas de poids. Je me voyais vraiment comme une merde à ce moment-là. Genre vraiment, mon plus grand souhait, c'était de crever, tu vois. Et en fait, voilà, il y a eu cette thérapie, je me suis attachée beaucoup à cette psychologue, et j'ai fait un transfert. Après, j'ai jamais eu de sentiments amoureux ou quoi que ce soit pour elle, mais en tout cas, il y a eu ce truc-là où, je lui ai donné beaucoup trop au final d'énergie. Dans le sens où c'était plus vraiment, ma psychologue, il y avait un côté aussi où, encore une fois, c'était mon rattachement avec le monde extérieur et bah, c'était un rendez-vous de ouf pour moi. C'était mon rendez-vous: «Putain, je vais chez la psy là, je vais sortir de chez moi là», tu vois? C'était vraiment ce truc-là et en fait, à un moment, puis en plus, on avait le même âge, hein, du coup, Ah sentiment ouais. d'appartenance. On avait le même âge, on était des fois intéressés par les mêmes choses. Donc en fait, je pense qu'il y avait ce côté où j'ai fait un transfert parce que c'est une fille que j'aurais pu rencontrer hors contexte et qui aurait été une pote, tu vois? Il y a vraiment ce truc-là et en fait, bah, en fait, il y a un moment où elle me dit: «En gros, je vais changer de structure» et là, mon monde s'écroule. Vraiment, à ce moment-là, mon monde s'écroule. Je le prends extrêmement mal. Je pleure pendant 4 jours, jour et nuit. Vraiment, c'était vraiment très compliqué et du coup, à ce moment-là, de par ma détresse, psychologique et en plus par ce truc qui vient rajouter sur cette détresse, je me suis dit: «Vas-y, fuck la vie là, j'arrête mes régulateurs, j'en ai rien à foutre» et du coup, bah, je fais un virage maniaque et en plus je me drogue. Du coup, bah, ça vient amplifier le virage maniaque et en fait, à un moment, je suis sur mon tel et tout et j'étais justement dans ce virage maniaque donc je recommençais à parler, je recommençais à connecter avec des gens et tout, machin chouette. J'étais: «Wouh!» J'étais là: «Putain, ça fait 1 an et demi qu'il se passe rien dans ma vie, là je vais en profiter». Et je me souviens, je m'étais inscrite, sur un site de rencontre et c'est là que j'ai rencontré mon ex du coup et du coup en mode, je parlais avec un gars et tout machin et j'avais fumé et là, en fait, je regarde mon téléphone et je vois que mes smileys commencent à bouger. Je vois mes smileys commencent à bouger, les photos commencent à bouger et là, je me dis: «What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de crever là», d'accord? Vraiment, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» En fait, les crises psychotiques, celles que j'avais déjà vécues, ça avait changé ma réalité subjective, mais pas la réalité objective. Ça veut dire que c'était pas dans mon champ de vision, tu vois? Je ressentais des choses, mais c'était pas matérialisé dans la réalité et en fait, là, quand je vois mes emojis bouger, je me dis: «Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais au tel avec un gars et je pète un câble en direct. Je pète un câble en direct, je commence à pleurer, on dit: «Ouais, mes emojis, ils bougent et tout machin». Lui, il est là en mode: «Oh mais calme-toi et tout, calme-toi, ni na et en fait, à ce moment-là, ce qui me terrifie le plus, heu, c'est de me lever, parce que j'étais dans mon lit, c'est de me lever et de voir des traumatismes se matérialiser en hallucination et là, je suis terrifiée. Donc je suis sous mon lit, j'ai le nez plein de morve, vraiment, je suis là, vraiment genre truc de fou, je panique, je pleure et tout. Il y a ce mec au téléphone et tout et moi je suis là en mode, je voulais même pas enfin genre juste mettre ma main à l'extérieur pour prendre un mouchoir. Donc c'est-à-dire que je me retrouve avec toute ma marmouna sur le visage et tout machin. J'ai envie de faire pipi mais je veux pas y aller parce que j'ai peur. Le mec m'accompagne au téléphone pour aller faire pipi. Moi je sais pas si vous vous rendez compte. Donc en fait, je suis là et je me lève, je ferme les yeux. Je ferme les yeux parce que je suis terrifiée et du coup, le mec reste avec moi au téléphone toute la nuit, jusqu'à que je m'endorme. Donc en fait, le lendemain, je me réveille et tout machin, l'appel est toujours en ligne, 6 heures et je raccroche et tout machin. Bon, évidemment, je n'ai jamais plus de nouvelles de ce mec Wesh, il était brave, c'est un ouf. et du coup, bah, le lendemain, je me dis, «Putain, mais si je me fumais un joint? Quelle bonne idée» et là, en fait, à ce moment-là, je fume et là, je pète un câble. Je pète un câble, heu et en fait, il faut savoir que quand j'étais en dépression, tout était un effort et surtout, tu négliges ton corps, tu négliges ton hygiène de vie parce qu'en fait, tu veux crever. Donc qu'est-ce que t'en as à foutre, tu vois? Qu'est-ce que t'en as à foutre de prendre ta douche? Qu'est-ce que t'en as à foutre, de t'habiller? T'en as rien à foutre, tu veux mourir, tu veux mourir. Du coup, à ce moment-là, je porte un jogging, violet pastel dégueulasse, vraiment dégueulasse. Tu veux donner ton Insta aux gens ou pas? Parce que toi, tu as des tenues, gars. Heu, Tu as un pull plaid énorme avec mais vraiment et bah, c'est exactement ça, c'est exactement ce pull plaid là et du coup, je commence à pleurer, je fais une crise d'angoisse, une crise de panique et je dis à ma mère: «Amène-moi à l'hôpital, je suis en train de péter un câble, en fait» et à ce moment-là, je suis tellement terrifiée par ce qui m'arrive que je suis incapable de me changer. Je ne peux pas me changer, donc je suis allée à l'hôpital avec mon pull plaid burger et mon jogging violet, d'accord? Et en fait, j'arrive
je pleure, je sais pas ce qui m'arrive et tout. J'arrive aux urgences, il y a quand même pas mal de personnes. Les gens ne veulent pas s'asseoir à côté de moi parce que je suis en train de chialer ma race et que bah, j'ai l'air tarée en fait, simplement. Donc on attend un certain moment et je me fais hospitaliser. Je suis restée 3 semaines, un mois hospitalisée. Du coup, on m'a désintoxiquée du cannabis. À ce moment-là, je rencontre ma meilleure pote, Marine. Je rencontre ma meilleure pote en un jour. Non, mais bah non, parce que je la rencontre ce jour-là, mais ça fait 2 ans que... En fait, tu te rends pas compte parce que quand tu es face à quelqu'un qui vit les mêmes choses que toi, qui te comprend, qui a la même structure mentale que toi, tu peux que être connecté à cette personne-là. Et en fait, les HP, c'est juste un endroit où on met toutes les personnes pas bien. Donc, il y a des personnes qui ont des maladies mentales, il y en a qui ont fait des TS, il y a de tout, vraiment, c'est hyper varié, tu as de tous les âges. J'ai parlé avec des filles de 18 ans, comme j'ai parlé avec des personnes de 50 ans, et tout le monde a un vécu différent, et on parle beaucoup de nos problèmes, en fait, simplement. Et du coup, ça nous lie, parce que la souffrance produit l'empathie, selon moi, dans le sens où, par exemple, je sais pas, tu perdu ton oncle, moi aussi j'ai perdu mon oncle, bah, on va se comprendre sur certaines choses. On a vécu les mêmes choses, on est traversé par les mêmes choses. Donc forcément, ça crée un sentiment d'appartenance et une connexion. Et en fait, c'est ça, en fait, dans les hôpitaux psychiatriques, c'est ça qui se passe, c'est que on se lie à travers des étapes de vie qui sont dures à vivre. Et bah, on se fédère autour de ça. Et surtout, bah, c'est un endroit où tu te sens en sécurité parce que tu es encadré par un personnel qui est formé à ça. Et tu es entouré de personnes qui sont comme toi, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes envies et tout ça. Et du coup, bah, tu crées du lien beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que l'hôpital psychiatrique, c'est aussi un monde à part, c'est une autre réalité en fait. Tu prends ton repas à telle heure, tu prends tes médicaments à telle heure, tu vois toujours la même personne, nanani, nanana. Et du coup, en fait, c'est un cocon, un peu, c'est un cocon, parce qu'il y a des choses dont tu vas pas te préoccuper, donc faire à manger, ce genre de choses, etc. Et voilà, tu es tout le temps avec les mêmes personnes, donc il y a presque... Non, je vais pas dire qu'il y a un aspect sectaire, pas du tout, mais il y a ce côté-là où on est très soudés, genre voilà, moi, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en HP, c'est des personnes dont je garde un très bon souvenir. Je crois que je me suis jamais vraiment embrouillée en HP ou quoi que ce soit. J'ai vu tout type de profil. Je me souviens, j'avais rencontré un psy qui s'appelle Ryan, qui avait un trouble autistique et un trouble bipolaire. Il était extrêmement intelligent, vraiment. Putain, genre, il était vraiment très très intelligent. J'avais des putains de conversations avec lui, c'était top. Mais lui, en fait, voilà, malgré sa très forte intelligence, il n'arrivait pas à s'adapter au monde. Ça veut dire que il avait 18 ans, il était en train de passer son bac, c'était très compliqué pour lui. Et en fait, voilà, tu as des personnes qui se font dévaster et détruire par leur maladie, au point où ils peuvent pas avancer dans la vie. Tu vois, par exemple, tu as des personnes qui sont atteintes de maladies mentales, enfin, même toutes les personnes qui sont atteintes de maladies mentales, qui ont des problèmes socio-professionnels. Moi, par exemple, tu vois, je me sens pas du tout adaptée au monde du travail. Là, j'ai commencé à CAP en 2025 et le monde du travail, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe parce que ma force de travail, elle me semble pas adaptée à ce qu'on me demande parce que en boulangerie-pâtisserie, après, ça dépend vers quel type de Pas boutique. adapté, ça veut dire quoi? Bah, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a le sens du détail, mais à un point extrême. Ça veut dire que si la fraise, elle est de gauche ou de droite, ça va me matrixer, tu vois. Et en fait, quand tu dois donner 30 éclairs ou 30 tartes aux fraises, on s'en fout un peu que la fraise, elle soit de gauche ou de droite. Et en fait, ce qui est encouragé, c'est la rapidité. Et moi, en fait, je suis pas faite pour ça. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Il me faut un cadre adapté. Enfin, il y a plein de choses à prendre en considération. En boulangerie-pâtisserie, on se lève hyper tôt le matin. Il faut savoir que dans le trouble bipolaire, il y a plein de choses qu'on doit respecter pour notre équilibre. Donc, je suis pas censée boire de café. Je suis pas censée fumer quoi que ce soit. Je suis pas censée prendre de drogue. Je dois bien dormir. Enfin, c'est vraiment un style de vie d'être malade. Bien dormir et te lever tôt. Oui, tout à fait. Après, le truc, c'est que, par exemple, quand j'étais en boulangerie-pâtisserie, je me levais à 3h50 du matin. C'était hyper compliqué, c'est-à-dire qu'il faut être au lit à 20h, tu vois? Genre, dans quel monde tu au lit à 20h? Enfin, en tout cas, moi, en plus, il faut un endormissement, il faut plein de choses. Donc, au final, j'avais pas un sommeil qui était réparateur. Et du coup, en fait, ça a créé plein de choses. Et en décembre, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Après, il s'est passé plein, plein de choses. Il y a du harcèlement sexuel, il y a du harcèlement moral qui a été hyper dur à vivre pour moi et qui a fait évoluer ma maladie. Ça veut dire qu'avant de faire de la boulangerie-pâtisserie en entreprise, j'étais stable et bah, en fait, tout ce que j'ai vécu là-bas a fait que tous mes efforts de plusieurs années ont été foutus en l'air. Il y a eu du harcèlement sexuel là-bas? Mais ouais, il s'est passé plein, plein de choses et quand tu es malade, la vie, elle est plus dure.
elle est plus dure, vraiment, elle est plus dure. Et moi, par exemple, je m'en suis aussi rendu compte dans le monde de la pâtisserie, parce que le monde de la pâtisserie, c'est un monde extrêmement misogyne. Du coup, tu as ce côté où moi, je suis une femme maghrébine atteinte d'un handicap. Donc, j'en suis pris plein la gueule, d'accord? Je m'en suis vraiment pris plein la gueule, au point où il y a 2 fois où j'ai pensé aller aux urgences psychiatriques après le travail. Il y a une fois où j'y suis allée parce que j'en pouvais vraiment plus et ouais, non, cette personne-là justement qui m'a fait du harcèlement sexuel, heu, le jour où j'ai pété un câble, j'ai bien pété un câble. Vraiment, j'ai pété un câble parce qu'en fait, moi, il y a un problème aussi, après ça, je pense que c'est plus dans ma personnalité, c'est que j'ai tendance à tout idéaliser. Je trempe tout dans du miel, tu vois? Et en fait, ce Ah qui ouais. s'est passé ouais, bah, oui, même les crackheads, Le mec qui est là, qui ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. tu vois? Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais déjà eu une première expérience dans une entreprise. Ça s'était mal passé. Ma maître d'apprentissage a fini par démissionner. On faisait 60 heures par semaine. Il y a vraiment trop de dérives, je trouve, dans ce monde-là. Et du coup, voilà, comment dire? J'ai rompu mon contrat avec cette entreprise-là. Je suis allée, postuler à d'autres entreprises. J'ai eu, 3 ou 4 réponses, il me semble, mais j'ai pris la première entreprise qui m'a répondu. Du coup, bah, je rentre dans cette entreprise-là et au début, ça se passe bien parce que moi, j'amène une énergie, c'est pas pour me vanter, mais j'amène une énergie, j'amène un truc, voilà, jovial et tout machin. Parce que quand je suis arrivée, c'était quand même, une ambiance assez particulière, c'était assez bizarre. Du coup, moi, j'arrive avec mon énergie et cetera. Donc en fait, on commence à vraiment souder avec l'équipe de pâtisserie et à ce moment-là, le harcèlement sexuel commence, mais j'occulte parce que en fait, à ce moment-là, je suis alternante, je suis en contrat d'apprentissage, je suis en période d'essai, c'est ma deuxième entreprise et surtout, il y a une belle cohésion dans l'équipe donc je me dis en fait: «Anissa, ferme ta gueule, c'est pas grave, c'est un détail, c'est pas grave, de toute façon, ce gros clochard là, jamais de ta vie, il va te toucher». Enfin mec, jamais, genre vraiment en fait, je me dis ça, je me disais: «De toute façon, il pourra dire ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre parce que jamais de sa vie, il va me toucher ce gros clochard». Voilà et à ce moment-là, j'occulte, sauf qu'en fait, il y a un jour, en gros, j'arrive, le mec est hyper aigri, bah, déjà, il fumait du shit entre ses pauses et en fait, tu as ce truc-là où, bah, le cannabis, ça vient aussi, te poser des problèmes d'humeur, en tout cas chez certaines personnes et lui, bah, typiquement, c'était ça. Il savait que t'étais bipolaire ou pas? Oui, alors en fait, faut savoir que, je suis cochée RQTH sur mon contrat, donc même mon patron était censé être au courant et pour vous dire un peu, le personnage, en gros, ma pote, n'importe quoi, ma collègue est guyanaise et à un moment, en fait, on est toutes les 2 et lui, il est là et je sais plus, il parle de quotas par rapport à une autre entreprise et il nous regarde, il nous dit, «Ah mais en tout cas avec vous, j'ai mon quota de noirs et Ah d'arabes» bah ouais. et il me regarde, il me dit: «Avec elle, j'ai même l'handicapé». Voilà. Voilà! Bienvenue dans le monde du travail en pâtisserie! Ah parce que tu vas travailler à Saint-Denis en boulangerie, c'est bon, t'es chez toi, il y a que Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, mon patron, j'ai une aversion pour lui, réellement. C'est quelqu'un, humainement, que je trouve, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Je pouvais pas être en contact de ce genre de réflexion tout le temps. Il y avait de la dévalorisation me concernant, mais aussi concernant mes collègues et en fait, tu es dans un climat social hyper, délétère, en fait. Enfin, moi, ça a participé au fait que ma maladie évolue. Donc on va dire qu'il y a eu ouais, il y a eu tout ça, donc ça a été hyper compliqué à vivre pour moi et voilà, hein, franchement, je suis contente là de m'en être sortie. Donc là, je passe mon diplôme, je fais je vais faire ce qu'il faut simplement, et de toute façon, en fait, quoi qu'il en soit, la pâtisserie, je l'ai commencé en autodidacte, je me suis formée toute seule. Le meilleur pâtissier, ça m'a quand même aidé à structurer certaines choses. C'est là-bas que j'ai appris, par exemple, à structurer un entremets, ce genre de choses. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris par moi-même. L'école, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que c'est vrai que moi, je m'étais dirigée vers certaines disciplines, comme voilà, j'adorais faire des entremets, des tartes. Eux, ils m'ont appris à faire des millefeuilles, des choux, tu vois, ce genre de choses. Donc, et surtout, j'ai une super école. Franchement, ils ont été super top avec moi. Pardon. Ils m'ont beaucoup encouragée, ils m'ont protégée. Surtout mon CPE, pour qui j'ai beaucoup de respect vraiment, parce que c'est quelqu'un qui est là pour aider et il est responsable handicap et du coup, en fait, il y avait aussi quelqu'un qui était bipolaire dans sa famille. Du coup, il comprenait totalement. C'est quelqu'un,
qui m'a entendu chialer un bon nombre de fois. Genre vraiment, à chaque fois que je venais dans son bureau, il devait être là, oh shit, there we go again, tu vois. Vraiment, le mec était hyper présent, mes profs ont été hyper cool. Mais tu vois, par exemple, eux, ils savaient que j'étais malade, c'était hyper bien accepté, c'était compris par mes camarades, par la vie scolaire, les profs, tout le monde est au courant, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que quand t'es malade, tu sais pas à qui tu peux le dire. Parce qu'en fait, tu sais pas à qui tu t'adresses, tu sais pas si la personne est éduquée à la psychologie, tu connais pas tout ça. Donc en fait, c'est toujours un dilemme de dire: «OK, je le dis pas» et comme on disait tout à l'heure, en fait, voilà, le gars qui me harcelait sexuellement, il était au courant parce que je voulais pas le dire au patron parce que je pensais pas qu'il avait l'intelligence émotionnelle de comprendre. Mais vu qu'on avait une putain de cohésion au sein de l'équipe, je m'étais dit: «Bah, au moins je vais leur dire à eux». Je vais leur dire à eux, comme ça, moi, je me sentirai plus sécure et surtout, en fait, si un jour je fais une crise d'angoisse ou quoi que ce soit, bah, ils sauront à quoi s'attendre. Parce que t'es pas obligé de le déclarer? Non, 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 non. En gros, c'est juste que tu es considéré comme travailleur handicapé. Mais t'es pas du tout obligé de dire de quoi tu es atteint. Et je pense que justement, faut éviter de le dire parce que tu sais pas, encore une fois, qui tu en face de toi pour te dire, tu vois, ma Mais sœur. si tu le dis pas, il arrive une dinguerie. Bah ouais, mais du coup, en fait, le problème, c'est que. On va pas savoir T'as deux comment cas de faire pour Ouais, t'as deux cas de figure. toi ou avec. Bah ouais, mais du coup, bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que des personnes qui sont pas éduquées à de la psychologie fassent? Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et en fait, surtout que moi, j'ai une personnalité qui est quand même assez atypique. Et en gros, quand tu me rencontres comme ça, tu poses pas de questions, tu dis juste, vas-y, elle est dans sa WER, c'est tout machin. Hmm. Mais le problème, c'est quand je vais dire que je suis bipolaire, on va dire, ah, mais en fait, ça, c'est bizarre, en fait. Ah, mais quand elle fait ça, c'est bizarre, en fait, tu vois. Et en fait, t'as ce truc-là, et C'est réel. tu sais pas, tu vois, tu sais pas comment ça va être pris et tout. Donc, c'est toujours compliqué d'en parler. Après, moi, faut savoir que bah, j'ai aucun problème de parler de ma maladie. Genre, vraiment, c'est un truc sur lequel je suis totalement à l'aise, surtout, hein. C'est-à-dire que je vais te parler des phases maniaques, je vais te parler des idées sombres, des. L'érotomanie. Ça, c'est le truc que j'ai pas noté. Alors, ça, Parce qu'en vrai, depuis tout à l'heure, on en parle. c'est un sujet. Trop parler d'érotomanie, même quand tu m'as parlé de ta psychologue. Non, alors non. Alors, ça même a pas rien à d'érotomanie, ni voir. à rien. Rien à voir. Alors, faut savoir que ça, Parler tu des vois. fantasmes lesbiens bien. Non, 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 attends. Alors ça, c'est compliqué, j'avoue que c'est. Alors je peux expliquer ce que c'est. Je veux bien expliquer ce que c'est. Après, j'ai pas forcément envie tout de suite de parler de moi, mon rapport avec ça. Mais en gros, l'érotomanie, c'est un délire passionnel et c'est la pensée délirante que quelqu'un est attiré par toi. Dans le sens où, généralement, c'est plus dirigé vers des figures publiques. Donc voilà, par exemple, je sais pas, une meuf, elle va penser que Justin Bieber, il est obsédé par elle, tu vois. Et en fait, elle va créer des signes, elle va dire: mais en fait, le 13 mars, quand elle a dit ça, ça voulait dire ça, parce qu'en fait, c'est mon âme sœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, et ça peut aller très loin. T'as des personnes qui vont très très loin, t'as des personnes qui trouvent l'adresse de ces personnes-là, qui peuvent même aller jusqu'à l'irréparable, donc le crime passionnel. Alors, je pense pas que ça arrive très souvent, mais en tout cas, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, clairement. Mais voilà, après, tu as tout type de délire, hein, vraiment, tu as tout type d'idées délirantes. Comme je t'ai dit, il y a l'érotomanie, tu as le god complexe, tu as des pensées mégalomanes où tu penses que tu es supérieur à tout le monde. Enfin, après, ça dépend des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as vraiment plein, plein de types d'idées délirantes. Bah, par exemple, on parlait du complexe de persécution. Moi, quand j'étais en crise psychotique, si tu pas dans mon sens, tu me voulais du mal. Tu me voulais du mal, en fait, tu voulais ma perte et tout, machin. Moi, j'ai jamais eu d'actes violents envers les autres, physiquement et tout, jamais. Même verbalement, j'en ai pas eu vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un. Dans mon langage personnel, je suis très vulgaire, mais je j'insulte pas les gens particulièrement. Mais tu as des personnes qui peuvent se montrer extrêmement violentes, oui, mais pas tout le monde, parce que je pense que ça aussi, c'est une idée qui a tendance à être généralisée, parce qu'en fait, tu as des films comme Split, par exemple, en fait, qui viennent un peu inculquer de la désinformation par rapport aux maladies mentales, parce que c'est scénarisé et surtout, il faut que ce soit spectaculaire. Il faut que les gens soient en mode: «Waouh, putain, le mec, par exemple, dans Split, il y a telle personnalité qui a ci, il y a telle personnalité qui a ça, la bête là, elle monte au mur et tout machin, c'est un ouf, il tue des gens», enfin, tu vois? Malheureusement, tu as ce truc-là aussi où les gens associent la criminalité aux pathologies psychiatriques, genre: «C'est un malade mental, c'est un fou et tout machin». Alors, faut savoir que 81 des crimes et tout ce qui touche à ce genre de choses sont faits par des personnes saines d'esprit. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Mais tu as beaucoup de personnes, par exemple, qui vont plaider la folie. En fait, il y a aussi ce côté-là où la folie, elle a bon dos, tu vois. J'ai tué ma sœur. Ah, mais en fait, c'est parce que je suis schizophrène.
Bah non, en fait. T'es juste un putain de meurtrier, c'est tout, en fait. Au bout d'un moment, faut pas aller plus loin. P. Diddy veut faire ça bientôt, là. Oh non, arrête, jure. Il veut plaider la folie. Oh putain. Ouais, Voilà! en fait, j'ai un problème avec le sexe, Bah oui, je suis malade. Voilà, je suis malade. Je suis malade. l'alcool. Moi, ça me poussait à avoir des relations sexuelles. Ouais, mais non, en fait. Non. Enfin, non, tu vois. Encore une fois, t'as des personnes qui vivent au quotidien ce que c'est d'être malade psychiatriquement. En fait, t'as juste un fardeau sur les épaules et t'as des personnes qui vont faire genre elles ont un fardeau sur le dos, mais elles ont rien. Et en fait, toi, tu te dis, mais bah déjà, ça comment dire? Délégitimise. Délégitimise la cause. Parce qu'en fait, t'as des personnes, encore une fois, qui vont venir s'approprier des choses que toi, tu vis, alors qu'elles ont rien. Et ça, c'est hyper frustrant. C'est comme, bah, on en parlait tout à l'heure. En ce moment, être malade mental sur les réseaux sociaux, c'est hyper trendy. C'est hyper cool d'être TDAH. Hein. Putain, je suis trop spéciale en fait. Je suis pas comme vous. Moi, je suis HPI, je suis machin, je suis truc. On souffle en fait, ok? On souffle parce qu'au bout d'un moment, encore une fois, être malade, c'est pas drôle. Être hospitalisé, c'est pas drôle. Prendre des médicaments quotidiennement, c'est pas drôle. Être contentionné, c'est pas drôle. Enfin, au bout d'un moment, la vie de quelqu'un qui est malade psychiatriquement, ce n'est pas drôle. Il y a de l'isolement social, tu te sens pas adapté parfois. Enfin, il y a plein de choses qui créent une souffrance réelle, vraiment une souffrance que tu dois affronter au quotidien. Et quand tu as des personnes en fait qui viennent et qui s'approprient des troubles en disant je souffre de ça, en prenant deux trois symptômes de merde stéréotypés en mode ah bah je suis TDAH parce que ça m'arrive d'oublier ce que j'ai à faire aujourd'hui. Tu vois, bah non en fait. C'est bien plus profond, c'est bien plus compliqué à vivre. Donc au bout d'un moment, il faut encore une fois arrêter de s'approprier des choses qui ne sont pas à nous. Il y a 3 séries auxquelles je pense qui parlent un peu de ça. Je sais pas si tu connais Ozark? Ah non. Alors je connais de nom mais je l'ai pas regardé. Il y a une saison, où il y a un personnage qui est bipolaire Ouais. et durant toute la saison, on explore un peu ce spectre. OK. C'est grave intéressant et c'est extrêmement bien fait, OK. parce que ça finit mal et on voit pourquoi enfin, au fil de que les épisodes passent, on comprend que le mec est bipolaire et que ça peut être dangereux, ça paraît fun par Ouais. moment, très cool. Bah quand t'es maniaque, oui. Le gars tombe dans l'érotomanie OK, c'est pour ça que tu m'en parlais. et en plus de ça, ils forment un couple. OK. Et en fait, plus les épisodes passent et plus les gens comprennent qu'il est bipolaire, OK. plus on sent qu'il va y avoir une catastrophe. Mais c'est pas dit? Par, si, au bout d'un moment, c'est dit. Parce que il est trop cool. Oh, franchement, quand il arrive dans la série, il est grave cool. Bah tu me diras la saison, du coup j'irai Ouais, regarder. je crois que c'est la saison 3. OK. Et au fur et à mesure, ça part en cacahuète. Ouais. Mais ouais, un peu dur. T'as une autre série qui s'appelle Homeland. Oui, ça on m'en a déjà parlé mais je l'ai pas vu non plus. C'est terrible, hein. OK. Terrible. J'ai vu ça il y a peut-être 8 ans ou 10 ans. OK. J'ai repris il y a quelques mois et je me suis dit: «Waouh, putain, c'est impressionnant, en fait». J'avais rien compris quand j'ai maté la première fois, mais ça explore très bien la maladie et OK. le personnage principal, c'est une femme Ouais, ouais. qui travaille à la CIA. OK. C'est-à-dire qu'une femme dans l'espionnage avec cette maladie-là, Ah ouais. c'est chaud, c'est très chaud. Ah bah oui, tu m'étonnes, hein. Tout ce qu'on a dit, l'érotomanie, la phase maniaque, les up-down, c'est exploré dans la série et c'est C'est important que ce soit bien fait parce que, bien fait. des fois, encore une fois, t'as des films ou des séries qui exposent ce genre de troubles, mais c'est très mal fait, tu vois? L'actrice, elle OK. joue très, très bien OK. et ouais, je sais plus si c'est expliqué dès le début, mais moi, sachant qu'elle l'était et connaissant un petit peu le truc, j'ai vu tous les trucs, j'ai vu tous ses changements d'humeur, ses yeux qui pétillent. Oui, 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 oui. Elle est très, très forte, Ouais. l'actrice et ce qui se passe dans la série, je sais pas, c'est bien adapté avec, le trouble bipolaire parce OK. que c'est de l'espionnage, donc elle peut jamais être sûre de ce qui se passe. Si elle prend pas OK, si elle il prend y a pas un ses côté traitements paranoïaque ouais, et tout. OK, si elle prend donc pas ses c'est traitements, OK. Ah ça, c'est intéressant. elle est plus chaude. Elle OK, voit OK, tout OK. de ouf, elle est balèze et tout. Ouais. Quand elle les prend, ça retombe. Bah, c'est un peu Enfin, ça. comme ce qu'on a dit tout à Bah l'heure, oui, en fait. quand elle prend ses médocs, Voilà. elle se dit ouais, je suis moins maline. Bah Faut que ouais. j'arrête de C'est les ça, prendre, machin. exactement. C'est ça, en fait. Une fois que les gens savent que je suis bipolaire, ils voient que peut-être que je suis pas si forte dans mon métier, ou peut-être que je suis trop forte dans mon métier, ou peut-être que si je suis pas forte, c'est à cause de la Ouais. bipolarité, ou si je suis trop forte, trop Ouais, ouais, ouais. Bah, ça te fait beaucoup mouliner et tout ça. Cette série, elle est excellente. OK, faudrait vraiment parce qu'on m'en a déjà parlé en plus, donc faudrait vraiment que j'aille jeter un coup d'œil. Je pense que c'est une bonne référence. Il y a une série française que ma psy, justement, dont je parlais tout à l'heure, m'avait conseillée, qui s'appelle Mental, qui est très bien faite aussi. En fait, ça se passe dans un hôpital, pédopsychiatrique, donc vraiment
avec des adolescents et tout, ils ont tous des pathologies différentes. Il y en a des fois qui sont annoncées, d'autres non. Il y a plein de trucs et c'est une, série qui m'a fait beaucoup de bien et c'est assez représentatif en vrai de ce qui peut se passer et ouais, du coup, en plus, ça explore justement plusieurs types, donc tu peux te familiariser et comprendre, c'est de la sensibilisation, donc en vrai, c'est hyper intéressant et du coup, je sais qu'il y a une autre série aussi, mais c'est Tu peux juste la un retrouver où, épisode. Mental? Alors, elle était sur Netflix, mais je crois qu'elle y est plus. Mais du coup, il y avait aussi, alors il y a un épisode d'une série qui s'appelle Modern Love. Moi, je l'ai pas regardé la série, mais j'ai vu cet épisode-là. C'est avec Anna Thaoué. Ah ouais? Anna Thaoué, ouais, c'est ça. Et en gros, c'est vraiment un épisode centré sur ça. Alors, c'est bien fait, c'est pas totalement ça, mais c'est quand même bien fait et du coup, bah, ouais, si des personnes veulent voir un peu ce que ça engendre ou quoi que ce soit, bah, en gros, ça peut être une bonne série et mais après voilà, c'est toujours compliqué parce que tant que c'est pas comment dire? Hem, bah, il y a plusieurs choses déjà. Parce que la bipolarité, de manière générale, ça peut être diabolisé, mais ça peut être aussi, romantisé. Moi, je sais que, par exemple, mon ex me disait: «Ah, j'ai l'impression de vivre avec plusieurs personnes. Trop drôle». Tu vois, il y a un côté aussi comme ça où les gens te voient comme un humain à plusieurs facettes. Donc il y a ce truc-là et il y a aussi une certaine fascination, je dirais quand même, de comprendre, de pourquoi et machin et trucs. Surtout que tu as beaucoup d'artistes qui ont des troubles bipolaires. Kurt Cobain, je sais que de base, lui, c'était un TDAH et avec la consommation de cannabis, ça a évolué vers un trouble bipolaire. Il me semble que Jimi Hendrix aussi était bipolaire, Jim Carrey, Amy Winehouse. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont bipolaires parce qu'en fait, c'est intimement lié. Il y a ce côté très créatif, incarné sur les émotions, sur les sentiments. Parce que moi, tu vois, quand je suis triste, je suis triste. Tu vois, genre vraiment, je m'effondre, je pleure, je machin. Après, moi, j'ai une capacité aussi à pouvoir exprimer mes émotions et à les verbaliser assez facilement, mais tu as des personnes aussi qui ont tendance à les garder et après, potentiellement, qui font de la psychosomatisation. Enfin, il y a plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que. Alors, je sais plus ce que je disais du coup. Ça va trop loin! Alors, je sais plus. Merde. Oui, ah oui, oui, glamourifié. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, t'as vraiment ce truc-là où ça peut être aussi ouais, glamourifié. Et je pense que ce. Ah oui, non, les artistes, c'est ça en fait. Oui, voilà. Donc, t'as ce côté quand même créativité débordante, etc. Voilà, émotion incarnée, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, t'as beaucoup. Alors, tous les bipolaires ne sont pas des artistes, mais t'as beaucoup d'artistes qui sont bipolaires. C'est ça en fait. Et bah ouais, quand tu regardes. Ouais, c'est vrai. Après, vous partirez vite, donc c'est cool, mais Bâtard. Mais ouais, franchement, il y a quand même, plein de choses et même dans le monde artistique, tu vois que le trouble bipolaire aussi, c'est beaucoup associé aux prises de drogue. Prise de drogue, prise de drogue, prise de drogue. ouais, mais bon, dans le monde artistique, même sans être bipolaire, Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est associé. Mais en fait, on va dire que des fois, la drogue, ça peut venir amplifier, la créativité, ça peut venir amplifier les phases maniaques et du coup, il y a un côté de: «Putain, jusqu'à où ça peut aller?» tu vois? Tu as vraiment ce côté-là de toujours les limites, les limites, les limites, les limites, les limites et en fait, c'est ça aussi, dans le trouble bipolaire, tu as pas de notion de limite. Tu as vraiment pas de notion de limite, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Tu as ce côté-là, bah, justement, tu prends des risques, tu t'en rends pas compte et cetera. Moi, il y a aussi un truc, qui me pose pas mal de problèmes, que ce soit dans l'une ou dans l'autre, hein, que ce soit maniaque ou dépressive, la prise de décision. Par exemple, bah, je te raconte un truc, j'étais, à l'école et en gros, je parlais avec la prof de dessin qui parle beaucoup et qui me stimulait de dingue. Genre, elle me parlait, j'étais là: «Ouais, putain, ouais, 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 je vais faire ça et tout, ça va être génial et tout machin». Elle m'a over stimulée et je crois que le jour d'avant, j'ai eu un petit down et du coup, bah, tu vois, un événement peut vraiment te un événement, qui a l'air, futile, hein, mais non, au final, ça peut te faire partir et en gros, bah, je descends à la cantine et là, je suis là, genre vraiment, je bouge partout et tout, je suis là: «Putain, putain, 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 gna gna gna» et en fait, et à ce moment-là, c'est de la souffrance. C'est pas, «Ouais, génial, putain, c'est génial», c'est vraiment je souffre parce que mon corps n'arrive pas à contenir l'énergie, tu vois? C'est vraiment ça, j'ai besoin de bouger et tout machin. J'arrive devant le cantinier, donc voilà, je suis dans une phase et tout machin et là, il me dit: «OK, bah, tu veux du riz, des petits pois ou du poisson?» tu vois? Et moi, je le regarde en mode, bah je suis là en mode: «Ah beh, je vais prendre du» mais non, putain, je peux pas prendre du riz. Après je suis là: «Mais bien sûr, je vais prendre du poisson» et là, je me mets à fondre en larmes parce que je ne sais pas choisir entre les petits pois et le poisson, tu vois? Donc vraiment, à ce moment-là, tu as une rupture sur ton système décisionnel, qui fait que tu es en difficulté parce que tu es juste, tu sais juste pas quoi faire, tu vois? Tu sais juste pas quoi faire. Pour te dire, ça peut m'arriver aussi dans les insomnies.
Par exemple, voilà, j'ai une insomnie et ça arrive plus souvent quand je suis maniaque, du coup. Et du coup, je me dis, ok, j'ai une insomnie, que faire? Il faut savoir que moi, je supporte pas de ne pas dormir si je suis allongée dans le noir. Parce que, en fait, souvent, il y a des pensées qui vont revenir. Moi, j'ai un lien assez particulier avec la mort. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur de mourir parce que je l'ai vu de près, tu vois? Mais je suis terrifiée par le fait que mes proches décèdent. Et du coup, bah, par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple, Il y a un rapport avec le fait de pas dormir dans le noir? bah, ouais, parce qu'en gros, un moment, tu vois, je dormais, avec ma mère et en mode, il y avait cette angoisse. Donc voilà, je suis allongée et tout, j'arrive pas à dormir, il y a cette angoisse et bah, je commence à vérifier si elle respire. Tu vois? Des trucs comme ça. Donc moi, dans les moments d'insomnie, je fais tout, pour ne pas être face à cette situation. Du coup, je suis là en mode: «Ah putain, bah, je peux écrire. Ah mais non, en fait, bah, je peux dessiner aussi. Ah mais non, je peux faire ça» et du coup, en fait, tu dis: «Ouais, je peux faire ça, ça, ça» et en fait, tu juste là, en mode: «Heu, bon, bah, ouais» et tu as une espèce de paralysie, en fait, où tu te dis, «J'ai tellement plein d'idées que, bah, je fais rien». Tu vois? Il paraît que c'est ça, procrastiner. Heu, je dirais pas ça, je vois pas ça comme ça. La procrastination pour moi, c'est, Parce que j'ai une pote, elle fait quoi? C'est genre, elle est chez elle, tranquille et tout. Il faut qu'elle révise, tu vois? Il faut qu'elle révise, donc il faut qu'elle fasse des recherches et tout ça, donc il faut qu'elle se lève, qu'elle prenne son cahier, machin, qu'elle s'y mette et tout ça. Et pendant 2 heures, elle est là à se dire: «Ouais, faut que je le fasse, faut que je le fasse». mmh. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'elle a plein d'idées qui lui arrivent et que ça la paralyse? Pas Ou d'idée, c'est parce qu'en elle fait, a rien du elle tout. a juste elle a juste du mal à s'y mettre, tu vois? Même, faut qu'elle se dise: C'est «Ouais, je plutôt vais allumer ça. la télé, regarder la télé, faire à manger, faire du sport» et faire Oui, rien. donc en fait, c'est pas je vois en fait là tu trouves des idées pour ne pas faire. Alors que là, en fait, les idées, elles s'imposent d'elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Elle était là en mode: «Ah bah, j'ai pas envie de faire mon truc, du coup, je vais aller regarder la télé, ou je vais faire ça, je vais faire ci». Ouais, au Alors que final, elle là, fait vraiment rien vraiment, du tout, quoi. tu Même pas juste de lecture, rien, elle fait non, rien. mais oui, mais là, en fait, ouais, je te dis, t'es juste paralysée en train de te dire, «Bon, bah, j'ai tellement de choix». C'est comme Netflix, tu vois? T'as tellement de choix que tu sais pas quoi prendre. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est ça un peu t'endort ça ça. ou pas de penser à ça? De quoi? Ça te donne envie de dormir, de te dire: «Ouais, faut que je fasse enfin, je ferais bien ça, tiens» Hem, alors généralement, j'avoue que quand, j'ai de l'insomnie, je vais plus passer du temps à être paralysée pour savoir ce que j'ai envie de faire et fumer des clopes. et ça te tient des heures. Heu, oui, ça peut me tenir des heures. La dernière, bah, typiquement, ça a été moi, faut savoir que si je dors pas assez, je suis pas bien, tu vois? Enfin, il y a vraiment ce truc-là où tu Te dors la pète pas, hein, tout le pas monde, hein, bien. c'est tout le monde, hein. Bah, ouais, je sais, mais tu dors pas bien non, parce que vraiment, le sommeil dans le trouble bipolaire, c'est capital parce que ton cerveau, des fois, il peut tellement être en ébullition que si tu lui donnes pas le repos nécessaire, bah, tu peux pas fonctionner correctement. Donc c'est vraiment ce côté-là et et ouais, le lendemain, je suis pas vraiment opérationnelle. Par exemple, tu vois, dernièrement, j'ai fait une commande de gâteau, j'ai pas dormi de la nuit, ça m'a coûté un down, tu vois? Parce qu'en fait, bah, tu es épuisé Ça veut dire que là, dans émotionnellement, 2 tu jours, t'es en mais down. Tu fait quoi? non, bah, j'ai dormi 5 heures, donc c'est pas ouf, Comment ça se fait? parce que j'ai fait des croissants. Aïe. J'ai fait des croissants et des choux et les croissants, c'est hyper chiant à faire, voilà. Si vous avez pas envie de faire une dépression, ne vous lancez pas dans la confection de croissants. C'est un conseil parce que vraiment, c'est vraiment très chiant à faire et et du coup, voilà, parce que je passe mon examen dans pas longtemps et tu vois, bah, typiquement, en ce moment, je suis, sur une phase down, en vrai, depuis à peu près une semaine. Bah, du coup, il y a un abattement, il y a ce côté où tu pleures beaucoup. Par exemple, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette année, elle a pas été facile pour moi et dans ces moments-là, en fait, dans les moments de down, tu repenses à toutes tes expériences négatives. En fait, tu vois vraiment la vie avec un filtre devant les yeux. Genre, tu pourrais voir un arc-en-ciel que tu le verras en noir et blanc, tu vois? Vraiment, tu es dans ce truc-là où tout est, tout a ça a aucun sens, tu vois? Ça a aucun sens. Pourquoi je fais ça? Pourquoi si de toute façon le monde c'est la merde, j'en ai rien à foutre et tout machin. Moi maintenant c'est des réflexions qui me mènent plus, aux pensées suicidaires, mais ça pouvait le faire avant. Parce qu'en fait là, je suis arrivée à un moment où ma maladie a évolué, mais j'ai beaucoup plus d'armes pour, me battre. Du coup, certaines choses sont beaucoup moins surmontables qu'avant. Donc on va dire que j'appréhende ma maladie avec beaucoup plus de sérénité parce qu'il y a eu beaucoup d'introspection, il y a un travail thérapeutique, il y a les médicaments, il y a plein de choses qui ont été mis en œuvre pour que je sois équilibrée. Mais en fait, c'est ça aussi, tu vois? L'équilibre, c'est avec toi-même, mais l'équilibre, c'est un truc que tu dois maintenir face au monde, tu vois? Et en fait, le monde, des fois, il est moche, il est pas beau, tu des personnes, c'est vraiment des grosses merdes. Donc il faut aussi dealer avec ça. Donc on va dire que c'est un travail personnel, mais c'est aussi un travail que tu dois, adapter au monde, en fait, simplement. Donc ça peut être très compliqué. C'est pour ça que, justement, beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales ont des problèmes socio-professionnels. Parce qu'en fait, tu te consolides toi, tu te présentes au monde
et il y a des gens qui viennent te casser la gueule, tu vois ce que je veux dire, vraiment? Et tu as des personnes, des fois, qui viennent balayer des années ou des mois de consolidation et d'équilibre dans ta maladie et ouais, ça dégoûte, en fait et tu vois, en fait, on revient à ce sentiment d'injustice, c'est pas juste. Pourquoi? Moi, je sais que le pourquoi, c'est un truc qui est beaucoup revenu, que ce soit quand j'ai été diagnostiquée, genre pourquoi ça me tombe dessus, tu vois? Et aussi voilà, l'injustice et le pourquoi. Injustice, pourquoi? Et c'est un pourquoi à l'extrême, tu vois? Genre, c'est vraiment ça vient te baiser le cerveau et du coup, c'est assez compliqué à vivre. Pour te dire un peu, il y a un truc aussi qui est assez, commun, dans le trouble bipolaire, mais aussi dans d'autres pathologies et je pense même dans, tout type de personnes, les pensées en arborescence. Donc les pensées en arborescence, c'est génial quand t'es maniaque parce que du coup, c'est là que tu crées ta créativité, machin. Tiens, oh putain, machin, oh le verre est génial, je peux boire de l'eau, mais attends, je peux aussi faire un chapeau avec, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs qui vont se présenter à toi. Et du coup, c'est génial quand tu vas bien, mais quand tu vas pas bien, c'est horrible. Tu vois? Parce que du coup, c'est de l'arborescence, mais c'est vers la racine, tu vois? Genre, c'est pas l'arbre, c'est le tu descends vers le bas et du coup, c'est, hyper dur, à gérer. Et puis même, en fait, tu as aussi ce truc-là où tu es tout le temps en réflexion. Tu es tout le temps en réflexion, tu vas suranalyser des choses, tu vas interpréter alors que c'est pas du tout ça, tu vois? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être, compliquées et après, ouais, tu as tout type de choses, hein, moi, tu vois, dernièrement, pour parler de la phase down, moi, j'ai fait beaucoup d'anxiété sociale avec la phobie sociale, mais aussi là, encore, c'est un truc que je traîne encore un peu. Bah, ouais, Le concert, voilà, typiquement. Heu, c'était pour toi. bah, ouais, moi aussi. Mais au moins, tu as fait l'effort de Ouais, je sortir. suis quand même contente de l'avoir fait parce qu'en gros, voilà, c'est un artiste, que j'aime beaucoup, qui s'appelle, Chrissy, du coup et il y a 6 mois, j'ai pris ouais, il y a 6 mois, 8 mois, j'ai pris une place pour son concert et en fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas du mal à faire les choses seule. Du coup, je m'étais dit: «Je vais aller toute seule», tu vois? Ça m'est déjà arrivé même de sortir toute seule, de la nuit déjà, comme on disait tout à l'heure, mais même, Cinéma, dans des resto. bars, ouais, de fou. Genre vraiment, moi, je considère que j'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour faire certaines activités. Là, je me dis: «Vas-y, je vais y aller», tu vois? Alors, j'y vais et déjà, j'arrive, il y a du monde, mais genre l'Olympia à moitié rempli. Donc je me dis: «Il y a quand même du monde» et en fait, j'arrive et j'ai mis mon casque au vestiaire, je rentre et là, je me dis: «Non, impossible, impossible». Je retourne au vestiaire, je fais: «Est-ce que je peux avoir mon casque, s'il te plaît?» parce que j'ai vraiment, sous-estimé le bruit. Donc les gens, le bruit et puis moi, il faut savoir que, il y a une hypersensibilité aussi. Alors pour, parler de l'hypersensibilité, je pense que pareil, il y a des amalgames qui sont faits, dans le sens où l'hypersensibilité, ça touche à tous tes sens. Ça veut dire que ça va être, la vue, l'ouïe, le toucher, enfin vraiment ça touche à plein, plein de choses et ça se traduit aussi par, ne pas supporter le bruit. Moi, par exemple, prendre les transports sans mon casque, c'est hyper compliqué parce que je me sens vite agressée, les lumières trop fortes, je me sens vite agressée et tout ça. Du coup, je pense que les gens font l'amalgame avec juste être émotif ou être sensible. Je pense qu'il y a vraiment, enfin voilà, genre, pleurer devant un film, c'est pas être hypersensible, tu vois? Par exemple, c'est être émotif. Faut pas confondre les 2. Après moi, ça a été, révélé par un médecin. Comme, l'hyperactivité, comme le trouble bipolaire, ça a été diagnostiqué par des professionnels. J'ai vu, je pense, au moins 6 ou 7 psychiatres dans ma vie, plusieurs psychologues et toutes ces personnes se sont accordées pour me donner ce diagnostic-là. Il y a aussi une empathie pathologique. Ça, c'est un peu dur à gérer ça aussi, mais ça, c'est autre chose. Mais pour en venir au concert, du coup, je rentre avec mon casque. Au début, je suis assez détendue, ça va, tu vois? Et là, en fait, à un moment, il y a un truc au micro, donc les gens se lèvent et s'attroupent vers le devant. Et là, déjà, je me dis: «OK». Donc là, on attend 30 minutes et là, en fait, je commence à pas me sentir ouf et tout. Du coup, je me dis: «Bah, vas-y, je vais aller au fond de la salle». Pardon, je vais aller au fond de la salle et tout machin, donc je m'adosse au fond de la salle, contre le mur et tout machin. Et là, en fait, le show commence, donc les rideaux s'ouvrent et cetera. Ça joue un peu de piano, ils sont là: «Ouais, vous allez bien?» Ça chauffe la salle et tout, ah, oh, oh. Moi, je suis là: «Ouais, cool et tout, nanani», ça joue un peu de piano et là, arrive la première basse. Oh my god. Mon âme a été bousculée, vraiment, je fais: «Oh!» mais vraiment, ça a été horrible, hyper désagréable et là, crise d'angoisse. Crise d'angoisse, je sors parce qu'en plus, tout le monde commence à rentrer parce qu'en gros, moi, je pensais qu'il y a beaucoup de gens qui venaient avant, mais tu as aussi beaucoup de gens qui arrivent pile au moment où le concert commence. Donc voilà, ça commençait à affluer et tout. T'as vu la première partie? Non, j'ai rien vu, j'ai même pas vu l'artiste rentrer sur scène, hein. Il était même pas encore là, c'est vraiment l'intro, de son groupe, de son collectif et du coup, je sors, je me dirige vers les vestiaires, je suis vraiment pas bien, tu vois? Genre je suis vraiment et je demande à la meuf: «Rends-moi mon sac s'il te plaît et tout, nin et elle me le donne, elle me fait: «Ça va et tout?» Je dis: «Non» et là je me mets à chialer parce que moi quand je suis pas bien que tu me demandes si ça va, je chiale, comme beaucoup de gens je pense et du coup elle me fait: «Est-ce que tu veux qu'on aille à l'infirmerie?»
Du coup, je dis OK et tout. On va à l'infirmerie, il y a personne. Et là, je me dis, je vais juste pas supporter, donc je vais lâcher prise. Au pire, mon billet m'a coûté 25 balles, tu vois? C'est Ouais. pas très grave. Oh, Ouais, il est gentil. ouais, ouais, ça va, ça va. C'était pas super cher. Et là, en fait, je me dis: «Ouais, non, je veux partir. Je veux partir», parce qu'en fait, il y a aussi ce truc-là où tous tes sens sont, stimulés et bien trop pour, ce que tu peux endurer. Mmh. Et moi, à ce moment-là, ouais, non, je supporte pas, donc je pars. Hem, je le prends pas mal parce que j'ai réussi à m'écouter. Après forcément, bah, j'aurais voulu, vivre le moment, mais pour te dire, même avec mon casque, genre réducteur de bruit, c'était pas possible. De toute façon, peut-être fais ça par étapes. Tu sais, là, concert, c'était peut-être trop balèze. Ouais, et j'étais seule. Stand-up, Mmh. au moins, c'est moins bruyant. J'ai déjà fait. Ah, Ouais, mais c'est des toutes petites salles. en Enfin, plus, c'est des petites j'étais allée au salles. Paname, je sais pas si tu vois le Paname? Vaguement. Ouais, bah, voilà, j'étais allée là-bas, mais c'est une toute petite salle, tu vois? Après, je pense aussi que c'est une question de contexte parce que là, typiquement, je suis dans une phase down, donc je suis bien plus sensible, c'est bien plus compliqué pour moi à gérer. Mais après, oui, je pense que je ferai plus de concerts, en tout cas toute seule. Je pense que c'est une très mauvaise idée. À deux, c'est bien. Ouais, à 2 c'est Il y a bien. personne qui peut te contrôler. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, bah, pendant ce temps-là, du coup, j'ai échangé avec ma meilleure pote en me disant: «Putain, je me sens pas bien». Elle me disait: «Oh mais force pas, si tu vois que t'es pas bien, pars». Du coup, ouais, je suis partie et puis, quand je me suis retrouvée, dans l'appart de mon chéri, juste avec lui, voilà, une lumière tamisée, je me suis dit: «La vie est géniale, en fait. La vie est géniale». Après bon, il faut savoir ce qui est bon ou mauvais pour toi. Bah, là, typiquement, c'était une mauvaise expérience, mais Bien de le savoir, hein. tranquille, tu vois? Bah, au moins, je le sais. Tu comptes pas aller au concert de Lady Gaga par hasard? Pas du tout. Alors j'adore, hein, Place. j'adore le personnage, j'adore ce qu'elle fait, mais déjà, je me dis que l'Olympia, ça a été compliqué. J'imagine pas un Stade de France ou un truc comme ça. Après, j'avais choisi la fosse aussi, moi aussi, tu vois? En fait, j'aurais dû prendre les balcons. Non, t'as fait ce qui peut-être. Bah, tu vois, j'aurais été assise, j'aurais pas eu trop de monde autour de moi, ça aurait été moins compliqué à gérer. Mais voilà, en fait, tu vois, des fois, tu des choses qui paraissent, bah, rien, mais pour un malade, c'est compliqué, tu vois? Regarde ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas fait, parce qu'en vrai, OK. on a pratiquement tout fait, hein. Ouais, franchement, ouais. Alors, pour en revenir, bah, je pense au hobby, ça peut être, assez intéressant. Alors du coup, comme on disait, certaines personnes atteintes de bipolarité sont très créatifs, donc ça, c'est une chance. Moi, je suis vraiment contente d'avoir, ce truc-là parce que, bah, déjà, ça te permet de mettre, un peu de plus dans la balance et pas voir que les aspects négatifs. Et bah, du coup, moi, c'est vrai que j'essaie de rendre ma créativité tangible en passant par plusieurs choses. Bah, moi, je danse du coup, depuis, une vingtaine d'années. Je suis dans une compagnie qui s'appelle Al Mashaïr, qui est inclusive, qui est géniale et qui m'apprend beaucoup de choses au quotidien. D'ailleurs, je salue, bah, toutes les personnes qui en font partie parce que c'est beau. En fait, c'est juste beau, tu vois? C'est juste de l'acceptation, c'est de la compassion, c'est de l'empathie. On parle beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui suivent des thérapies. En plus, du coup, bah, on échange sur plein de choses et tout. Enfin, c'est des personnes avec qui tu peux pas te sentir mal. Genre vraiment, c'est des personnes que je considère comme, ouais, bah, j'aime pas trop ce mot parce que tout le monde l'utilise, mais une safe place, quoi. Et du coup, bah, voilà, du coup, on va dire que, même si dans certains aspects de ma vie, ça pêche comme le travail, je me retrouve quand même dans beaucoup de choses, dont mes hobbies, tu vois? Donc il y a la danse, j'écris beaucoup aussi, vraiment, vraiment beaucoup. J'écris de la poésie, du coup, c'est entre le slam et la poésie, et ça, c'est un exutoire. C'est vraiment un exutoire pour moi parce que, ça me permet de verbaliser, premièrement, ce que je ressens et de le rendre tangible, encore une fois, et surtout de le transformer en quelque chose de beau dans le sens où des fois, j'ai des pensées assez morbides, tu vois? Genre, j'ai des pensées assez morbides, assez sombres et tout, et bah, le fait de les écrire, ça me permet de me purger réellement. Et après j'ai eu Il y a pas pas mal il y a pas de assez de morbide, hein, dans comment dire? Dans, les œuvres actuelles. je suis assez bah, en fait, les gens, ils édulcorent beaucoup. Après Ou ils moi, prennent je pas le risque de se lancer dans le aussi. morbide, c'est pas Ouais, c'est ça, dans les mœurs. c'est J'ai ça. une pote, elle est dans le morbide. Elle écrit OK, aussi, elle est dans le morbide. C'est-à-dire que elle écrit des nouvelles et OK, toutes les nouvelles, c'est morbide. OK. Elle est très forte là-dedans et c'est cool de voir ce genre d'œuvre, en fait. Ouais, bah, oui, ça et puis ça te permet de purger. Tu purges, tu vois? Du coup, c'est moins lourd à porter et Je t'encourage à le faire, hein. merci. Mais il y a plein de choses. Après, tu vois, au début, c'était vraiment à visée, esthétique, pour la beauté de la langue et tout, et vraiment après, ça a vraiment été un exutoire pour ma maladie, tu vois? Faut savoir, rendre le morbide beau, si Ouais, c'est ça. jamais on peut, Faut transformer, faut faire l'alchimiste. Donc voilà. Du coup, il y a l'écriture, la danse, bah, la pâtisserie forcément et la cuisine. Ça, j'adore, vraiment. En fait,
ce que j'aime ce que j'aime avec mes activités, c'est que ça m'apporte un côté méditatif où ma pensée, elle s'éteint. Tu vois? Vraiment, quand je pâtisse, quand je cuisine, quand j'écris, je suis vraiment même quand je danse, hein, je suis vraiment dans le moment, je suis pas dans ma tête, mon esprit est concentré sur ce que je suis en train de faire. Encore une fois, je l'incarne, je suis totalement absorbée par ce que je fais et ça me permet d'avoir des moments de répit, en fait, au niveau de mon crâne, quoi. Donc ça m'aide, beaucoup, et en fait, j'essaie de m'intéresser un peu à tout. Après, il y a beaucoup de disciplines que j'adore aussi, comme les sciences humaines, genre j'adore la philo, bah, la psychologie forcément, l'anthropologie. Je sais que j'ai même déjà, tu vois, par exemple, quand j'avais téléchargé quand j'avais téléchargé les applis de rencontre, c'était à visée expérimentale. Ça veut dire que j'ai été face à plein de Bah ouais, situations le cul, c'est expérimental. hyper incroyables. Non! Alors, j'ai pas forcément couché avec eux, hein, je tiens à le souligner. Des fois, ça a été un date, ça s'est mal passé, tu vois? Enfin, par exemple, tu vois, genre, j'étais allée à une conférence, d'un neuroscientifique, psychologue clinicien qui s'appelle Albert Moukébert, qui est génial. Franchement, allez lire ses livres, allez écouter, les podcasts et tout parce que c'est un mec génial, vraiment humble, il est génial. Bref, j'étais allée à une de ses conférences et je suis sortie de là, mais genre vraiment, j'étais en mode: «Mais putain, c'était hyper intéressant et tout machin», c'était génial, tu vois? Genre vraiment, j'étais sortie, instruite, instruite et il faut savoir que j'avais croisé 2 gars d'à peu près mon âge, en sortant. On avait parlé, on avait eu vraiment une discussion hyper riche, hyper profonde et tout, c'était vraiment super cool et en fait, je devais rejoindre ce gars, juste après et en fait, je lui avais dit: «Bah écoute, je vais être un peu en retard et tout machin, désolé». Il faut savoir que le gars, on avait rendez-vous dans son quartier. Donc le gars, c'était dans le Marais, donc le mec, il a pas fait vraiment d'effort pour venir, tu vois? J'arrive, en sachant que moi, je viens de Cergy-Pontoise, hein. Mais bon, on va dire que voilà, j'avais quand même été à la conférence, mais je viens quand même de Cergy-Pontoise, je fais quand même 1 heure et quelques, de train, donc reste tranquille, tu vois? J'arrive et là, il me dit, «Ah mais tu es en retard». J'ai regardé, j'ai fait: «Mais toi, tu es à domicile, en fait. Donc tu es à domicile, donc calm down. Moi, je viens, j'ai fait 1 heure de transport, donc viens pas te plaindre en plus», tu vois? Et du coup, bah, on essaie d'apprendre à faire connaissance, donc je suis là en mode: «Ouais, machin», je parle de la conférence, je dis: «Ouais», je lui parle de panafricanisme et tout parce que, alors je sais plus de quelle origine il était, mais c'était un Renois, donc je commence à parler de tout ça parce que, bah, moi je suis maghrébine et je me bats en fait. Je me bats, il y a un côté très activiste où, j'essaie vraiment de mettre en valeur ce que je suis, sans me laisser rabaisser par d'autres personnes, donc vraiment, il y a ce côté où vraiment j'essaie de militer, tu vois? Même dans mes conversations au quotidien, j'essaie vraiment de d'inculquer ce truc-là où je suis fière de ce que je suis et voilà, tu vois? Il y a vraiment tout ce truc-là, donc je lui parle de tout ça en pensant qu'il va être réceptif. Forcément, tu vois? Tu dois te sentir concerné normalement et là, en fait, le mec, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre de ce que je lui raconte et du coup, bah, forcément, quand je parle de panafricanisme, je parle aussi des fois d'injustice, ce genre de choses et il me regarde, il me dit, «Mais tu parles quand même beaucoup de choses déprimantes» et là, je le regarde en sachant que le mec, il a pas été capable d'aligner une phrase, correcte, dans le sens où pas correcte grammaticalement parlant ou tout ça, mais vraiment le mec, il avait pas de conversation. Genre vraiment, il avait pas de conversation et il me regarde en me disant que je dis des choses déprimantes. Je le regarde, je le regarde, je me dis: «Mais mec, dans ce cas-là, je vais plus rien dire». Puis on se regardait pendant 30 secondes comme ça. On s'est regardé. Il m'a regardé. On s'est regardé. Et là, en fait, il me regarde, il me fait: «Bon, je pense qu'on va en rester là». Je fais: «Ouais, de ouf» et du coup, je suis allée payer mon coca zéro et je me suis barrée de là, tu vois? Mais pour te dire, bah, c'était une expérience. J'ai vécu un date raté, c'était marrant. J'ai vécu plein de types de choses qui étaient, intéressantes. Voilà, encore une fois, sans même forcément aller jusqu'au bout, mais c'était intéressant et puis même, en fait, tu découvres, mais tellement de types de profils différents. T'as des personnes, voilà, qui vont réussir à te catch dans le sens où, moi, c'est dans le dialogue. Il faut un dialogue, il faut un truc intéressant. Moi, c'est ça qui me fait rester. Si t'es beau, mais que t'as rien à dire et que tu comptes que sur ça, ça va pas m'intéresser, ça sert à rien, tu vois? Même moi, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément, basé sur le physique. Moi, je suis quelqu'un vraiment qui va essayer de même si la personne, je me retourne pas sur elle, je vais quand même essayer de creuser, tu vois? Après, ça a été déjà, aux dépens des personnes parce que, par exemple, j'avais daté un gars pendant, bah, plusieurs semaines. On a dû se voir 5 ou 6 fois et ça se passait hyper bien. Mais voilà, c'est pas quelqu'un sur qui je me serais retournée dans la rue, mais il avait une personnalité géniale. Vraiment, il était hyper drôle et tout machin. C'était vraiment quelqu'un de très gentil, vraiment, très gentil, drôle et tout machin, avec beaucoup de qualités. Mais en fait, au bout de quelques dates, il m'a embrassée. Là, je me suis dit: «Non, non», j'avais pas d'attirance en fait, il y avait juste pas d'attirance, enfin vraiment. Parce qu'en vrai, tu peux avoir de l'attirance pour quelqu'un, qui de base ne t'attire pas, Bah ouais. mais là, bah, il y avait pas l'énergie, tu vois? Il y avait pas le truc et tout
Et vu que je suis une grosse merde, je l'ai ghosté. Et ça, c'est pas bien du tout. Ne ghostez pas les gens. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est vraiment pas bien. Vraiment pas bien du tout parce que, en fait, moi, c'est ça mon problème. C'est que j'ai tellement peur de dire aux gens quelque chose et que ça leur fasse du mal, que je préfère partir sans rien dire. Mais c'est pire. C'est pire parce que tu laisses la personne avec des questionnements. Tu dis, elle va se dire: «Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait?» Donc dans tous les cas, en fait, tu laisses la personne avec encore plus de problèmes. Mais moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Donc ça m'est arrivé quand même fréquemment. Je ne suis pas du tout fière de ça. Je trouve même que c'est une honte, parce que c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. Encore quelqu'un De que toute tu façon, pas avant de le vu et ghoster, tout. tu lui as dit, ouais, c'est Mais chaud. qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bah, c'est tendu. «Désolée, tu me plais pas». Enfin, «Désolée, physiquement, tu m'attires pas». Roulage de pelle, bonne soirée. Non, non, pas de roulage de pelle. C'est vraiment juste un bisou comme ça, un kiss, tu vois? Genre vraiment. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu de super bons moments, mais malheureusement, ça pouvait pas évoluer sur quelque chose de romantique parce qu'il y avait pas d'attirance, physique, tu vois? Mais encore une fois, bah, tu vois, typiquement, tu vois la gueule de mon ex, tu dis: «Ah ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire», tu vois? Vraiment. C'est pas gentil, c'est un petit peu une balle perdue, mais c'est mérité. Donc voilà. Mais pour te dire, mais même par rapport à ça, putain, mais si je pouvais te raconter, tout ce qui m'est arrivé, même dans mes relations amoureuses, ça a pu être très compliqué, hein, dans le sens où, bah, tu as forcément des problèmes avec les interactions sociales et les relations humaines de manière générale. Mhm. Et en fait, j'ai toujours fait en sorte de pas faire subir ma maladie. C'est-à-dire que Ah bon? pas consciemment, pas consciemment, pas consciemment. Dans le sens où, ce qui me faisait défaut et ce qui faisait souffrir mes proches, c'est les prises de risques que je prenais, Bah ouais. pour moi. Donc en fait, moi, j'étais vraiment dans ce truc-là de je me mets en difficulté, mais bah, c'est pas directement lié à eux. Mais par exemple, tu as des personnes qui, sont en colère, irritables et tout, et qui vont vomir ça sur leurs proches, tu vois? Il y a vraiment ça. Et moi, justement, ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais venir. Il faut donner un peu de force et de respect aux aidants, s'il vous plaît, parce que ces personnes-là, elles sont autant impactées, par la maladie mentale de leurs proches que les patients eux-mêmes. Encore une fois, j'ai traîné ma mère dans des situations invivables pour un parent. Vraiment, là, je parle encore une fois de quand on m'a retrouvée, gisant seule dans le salon, inconsciente. Le jour où, elle est venue me chercher, dans son appartement qu'elle ne connaissait pas, avec des craquettes partout. Il y avait mon meilleur pote Gabriel. Il y avait Gabriel qui était avec moi, donc un pote qui a aussi un trouble mental, qui était avec moi, mais en gros, c'était une soirée, voilà, en fait, je m'étais, embrouillée avec mon ex et cette dispute m'a menée en HP. Après voilà, si je dois rentrer dans les détails, ça va être Non, hyper non, mais long. de toute façon, ça va être le mot de la fin. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Tous ces gens l'entourage, ce que Kenny West n'a Ouais, pas, c'est ouais, ouais, grave, c'est ouais. grave important. Donner de la force aux aidants parce que c'est vraiment des stars et ils supportent beaucoup de choses. Juste, je fais une aparté vite fait. En gros, ma mère, elle avait pris contact avec beaucoup d'associations et parce qu'en fait, elle comprenait pas ce qui arrivait, il y avait plein de choses et un jour, je me suis rendue à une réunion d'aidants et j'ai vu vraiment, de l'impuissance, du désespoir des parents qui étaient consternés face à leur enfant et à la douleur et à la souffrance par lequel ils passaient. Des mères qui vraiment qui disaient: «Mais j'ai perdu mon enfant, je le reconnais plus» et cetera. Tu des personnes qui sont atteintes de pathologies qui vont totalement s'isoler, qui vont couper les ponts avec tout le monde et tout. Tu as des personnes qui disparaissent. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà, merci à tous les aidants, merci à tous les proches, qui me soutiennent et qui font que j'arrive à supporter l'existence.